Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, maison de vente Sotheby's, vendredi soir. La pluie d'automne tambourinait contre les grandes fenêtres tandis que l'élite new-yorkaise se réunissait pour ce qui devait être une vente aux enchères ordinaires. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur des têtes parfaitement coiffées et des robes de créateurs, tandis que des serveurs en gants blancs circulaient silencieusement entre les rangées de chaises en velours, remplissant les coupes de champagne et proposant des canapés importés. Sophie Carter ajusta sa montre Cartier vintage, un cadeau de sa défunte grand-mère et probablement l'objet le plus cher qu'elle possédait, et vérifia ses notes une dernière fois. En tant que spécialiste indépendante de l'authentification d'œuvres d'art, elle avait bâti sa réputation sur son sérieux, sa précision et son honnêteté brutale. Ce soir, le lot comprenait plusieurs pièces qu'elle avait personnellement examinées, et elle avait signalé des préoccupations concernant l'article 47 de Sotheby's, une œuvre soi-disant impressionniste des années 1920 intitulée « Rêve de jardin ». 3 rangées devant, Ethan Brooks tripotait ses boutons de manchette en platine, ses yeux gris acier parcourant le catalogue des enchères sans vraiment le voir. À 32 ans, il avait hérité de plus d'argent que le PIB de certains petits pays, mais ce soir, il se sentait comme un imposteur dans son smoking Tom Ford parfaitement taillé. Sa mère, Eleanor Brooks, philanthrope, mondaine et entremetteuse professionnelle, était assise à ses côtés, murmurant de temps à autre les noms des filles éligibles d'amis de la famille. La fille l'anglais vient de rentrer de Paris, murmura Eleanor derrière son éventail en soie, diplôme d'histoire de l'art de la Sorbonne. Ethan répondit à peine par un grognement. Son esprit était ailleurs, précisément sur la réunion du conseil d'administration prévue pour lundi matin, où il devrait expliquer pourquoi la dernière acquisition de Brooks Enterprise avait encore échoué. L'enchérisseur, Henry Langston, un gentleman britannique distingué qui faisait circuler des millions de dollars d'œuvres d'art depuis 3 décennies, monta sur le podium avec une élégance éprouvée. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente de ce soir. Nous commençons avec le lot numéro 1. Les 46 premiers lots se déroulèrent sans accroc. Peintures, sculptures et manuscrits rares changèrent de main avec l'efficacité fluide qui n'accompagne que l'argent sérieux. Sophie observait attentivement, prenant des notes mentales sur les tendances du marché et le comportement des acheteurs. Elle avait appris à lire la salle. Les hochements de tête subtils, les gestes de main presque imperceptibles, la manière dont les enchérisseurs sérieux gardaient une expression soigneusement neutre. Puis vint le lot numéro 47, Rêve de jardin, attribué à Julien Moreau, vers 1921, annonça Langston, sa voix portant le poids de l'autorité. Un magnifique exemple de travail botanique post-impressionniste, huile sur toile, 91 par 61 cm. L'enchère commence à 500 000 $. L'estomac de Sophie Senoa. Elle avait examiné cette peinture pendant 3 heures le mardi précédent, utilisant des lampes UV, des loupes et une analyse spectrale. La touche était incorrecte. Le vieillissement était artificiel. Même le cadre était une reproduction habile. Elle avait soumis ses conclusions au département d'authentification de Sotheby's, mais apparemment, ses préoccupations avaient été ignorées. L'enchère commença prudemment. 500 000 devint 600 000, puis 800 000. Sophie observait Ethan Brooks du coin de l'œil. Il était légèrement penché en avant, la mâchoire crispée par la concentration. Elle avait fait ses recherches sur lui. Qui ne l'avait pas fait? MBA de Harvard, héritier d'une fortune dans le transport maritime, et actuellement engagé dans une querelle très publique avec son conseil d'administration, qui le jugeait trop impulsif. 2 millions, lança une femme en soie émeraude depuis le premier rang. 5, contre-attaqua un gentleman aux cheveux argentés avec un accent texan. Ethan leva sa plaquette. 2 millions. Sophie sentit la sueur perler sur son front malgré la climatisation. Cela devenait incontrôlable rapidement. 5 millions, riposta la femme en soie émeraude, sans même se retourner. Le gentleman texan secoua la tête et baissa sa plaquette, trop cher pour lui. La mère d'Ethan posa une main d'avertissement sur son bras. « Chérie, peut être 5 millions, annonça Ethan, sa voix résonnant dans la salle soudain silencieuse. Sophie se leva si vite que sa chaise racla le sol en marbre avec un crissement malencontreux. Toutes les têtes à proximité se tournèrent vers elle, y compris celle d'Ethan. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, et elle vit quelque chose dans ses yeux, du désespoir, peut-être, ou la détermination téméraire de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. L'enchérisseur s'éclaircit la gorge. 5 millions de dollars de la part du gentleman en rangée 12. Intense, 6 millions? C'est insensé, marmonna Sophie, serrant son rapport d'authentification. Elle ne pouvait pas rester assise là à regarder quelqu'un gaspiller 5 millions de dollars sur une contrefaçon. Cela allait à l'encontre de tous ses instincts professionnels. La femme en soie émeraude conférait avec son conseiller, un homme mince aux lunettes à monture métallique qui secouait la tête avec véhémence. Une fois à 5 millions,
lança Langston, levant son marteau. Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle pouvait l'entendre par-dessus le léger bourdonnement des conversations. Elle avait deux choix, se taire et regarder un désastre se produire, ou parler et probablement mettre fin à sa carrière dans le monde de l'art new-yorkais. Sotheby's n'appréciait pas d'être contredit publiquement. 2 fois. Ethan Brooks souriait maintenant, le genre de sourire confiant qui accompagne la victoire. Sa mère s'éventait plus vigoureusement, et Sophie pouvait voir d'autres membres du conseil d'administration de Brooks Enterprises dispersés dans l'audience, affichant divers degrés d'inquiétude et de résignation. Le marteau entamait sa descente lorsque Sophie prit sa décision. « Arrêtez !» cria-t-elle, se levant d'un bond et pointant directement Ethan. « Cette peinture est une contrefaçon. » L'effet fut immédiat et dévastateur. Les conversations s'éteignirent en plein milieu. Les coupes de champagne s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Même les serveurs cessèrent de bouger, figés comme des mannequins dans une vitrine de grand magasin. Le marteau de Langston s'écrasa sur le sol, oublié. Ethan Brooks la fixa avec un mélange de choc et de ce qui aurait pu être de la gratitude. La femme en soie émeraude restait bouche bée. Eleanor Brooks s'éventait frénétiquement, semblant sur le point de s'évanouir à tout moment. « J'ai examiné cette pièce personnellement, » poursuivit Sophie, sa voix résonnant dans le silence absolu. « La composition de la peinture est incorrecte pour l'époque. La préparation de la toile ne correspond pas aux techniques documentées de Moreau, et la signature montre des signes évidents de vieillissement artificiel. C'est une très bonne reproduction, mais elle n'est pas authentique. » Langston semblait être un homme voyant sa carrière défiler devant ses yeux. « Mademoiselle, je vais devoir vous demander de... » Elle a raison. La voix venait du fond de la salle, près de la sortie. Un homme âgé avec une barbe blanche impeccablement taillée s'avança, s'appuyant sur une canne qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. « Dr Edward Langley », se présenta-t-il. « Je collectionne les œuvres de Moreau depuis 40 ans, et j'étais l'ami personnel de Julien avant sa mort. Cette peinture est en effet une contrefaçon, et assez évidente, d'ailleurs. » La salle explose. Les voix s'élevèrent dans un mélange de confusion, de colère et d'excitation. Les téléphones portables apparurent comme par magie, probablement déjà en train de publier sur les réseaux sociaux. Sophie pouvait pratiquement voir les gros titres « Scandale chez Sotheby's. Une fausse œuvre d'art secoue l'élite de Manhattan. Une experte en authentification sauve un millionnaire d'un désastre. » Au milieu du chaos, Ethan Brooks continuait de la fixer. Et puis, comme si le stress, l'adrénaline et l'absurdité de la situation avaient court-circuité son cerveau, il se leva et dit la première chose qui lui passa par la tête. « Je vous aime ». Les mots traversèrent le brouhaha comme un couteau dans du beurre. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Chaque caméra de téléphone se tourna vers lui. Eleanor Brooks émit un petit gémissement et s'effondra contre la femme à côté d'elle. Sophie Carter, qui avait affronté des réseaux de faussaires, des maisons de vente hostiles et des collectionneurs intimidants sans ciller, sentit ses joues s'enflammer d'embarras. De toutes les réponses possibles à son intervention pour sauver quelqu'un d'un désastre financier, « Je vous aime » n'était définitivement pas sur sa liste de résultats attendus. « Vous ne connaissez même pas mon nom », parvint-elle à dire, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Sophie Carter », répondit immédiatement Ethan. « Vous avez obtenu votre diplôme summa cum laude à NYU, avec des diplômes en histoire de l'art et en chimie. Vous avez travaillé pour le Met, le Whitney, et la Frick Collection. Vous avez autrefois démasqué une galerie entière de faux, Picasso Sasso. Vous buvez votre café glacé même en hiver. Vous avez un chat nommé Renoir, et vous êtes probablement la personne la plus honnête dans toute cette salle. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie cligna des yeux. « Comment savez-vous tout cela ? Pourquoi savez-vous tout cela ?» L'expression confiante d'Ethan vacilla. « Parce que j'essaie de trouver le courage de vous inviter à sortir depuis 6 mois, et j'ai être fait quelques recherches. Être trop de recherches. Définitivement trop de recherches. » Eleanor Brooks choisit ce moment pour s'évanouir complètement, glissant gracieusement de sa chaise sur le sol en marbre avec un léger bruit sourd qui parvint à rester élégant, même dans l'inconscience. Sophie regarda le chaos autour d'elle. La mondaine évanouie, l'enchérisseur bégayant, la salle pleine de l'élite de Manhattan la fixant avec des expressions allant de l'amusement aux délices scandalisées, et murmura la seule chose qui semblait appropriée pour la situation. « Eh bien, zut alors. Samedi matin, divers endroits. » Sophie Carter se réveilla au son de son téléphone, vibrant comme une guêpe en colère contre sa table de nuit. Sans ouvrir les yeux, elle tendit la main et l'attrapa, plissant les yeux sur l'écran à travers une vision brouillée par le sommeil. 47 appels manqués, 63 messages textes, et sa boîte de réception affichait 127 courriels non lus. « Renoir », gémit-elle au chat tigré orange perché sur le rebord de sa fenêtre. « Je crois qu'on est célèbre, et pas du bon genre de célébrité. » Le chat agita sa queue avec dédain et retourna observer les pigeons sur l'escalier de secours à l'extérieur de son petit studio. L'appartement de Sophie était un chaos organisé, des livres d'art empilés partout, du matériel d'authentification occupant la moitié de sa table de cuisine,
et des reproductions de peintures célèbres couvrant chaque espace mural disponible. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle, et le loyer était presque gérable si elle mangeait des ramen 3 soirs par semaine. Elle parcourut ses messages avec une horreur croissante. Sophie, Channel 7 News veut une interview. Claire, sa seule amie dans le monde de l'art. Rappelle-moi immédiatement. Daniel Henley, son client occasionnel du Whitney. As-tu vraiment sauvé Ethan Brooks d'acheter une fausse peinture? Olivia, sa colocataire d'université, le Post veut faire un article sur toi, numéro inconnu. Les actions de Brooks Enterprise sont en hausse de 12% ce matin, un autre numéro inconnu. Et puis il y avait ceux qui lui donnaient des frissons. Nous devons parler, lundi, 9 heures précises Margaret Ashwood, directrice de l'authentification, Sotheby's. Vos services ne seront plus requis Edward Mills, collectionneur privé qui avait été un client régulier. Déçu par votre comportement non professionnel Dr Elizabeth Thornton, chef de département, Christie's, Sophie gémit et enfouit son visage dans son oreiller. Elle avait sauvé un homme de perdre 5 millions de dollars sur une fausse peinture, et pourtant, elle était la méchante de l'histoire. Le monde de l'art était notoirement fermé et impitoyable. Contredire publiquement Sotheby's, c'était comme gifler le pape à la messe de Pâques. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était sa mère. Sophie Catherine Carter, dit la voix familière depuis Sacramento, ton père vient de te voir aux infos du matin, pointant un homme et criant à propos d'une fraude artistique. Es-tu dans une sorte de problème? Salut, maman. Non, je ne suis pas en problème. J'ai juste fait mon travail. En quelque sorte. Eh bien, ils disent que tu as embarrassé des gens très importants, et que ce garçon Brooks a déclaré son amour pour toi devant tout le monde. Chérie, y a-t-il quelque chose que tu ne nous as pas dit? Sophie s'assit, passant sa main libre dans ses cheveux bruns en désordre. Crois-moi, maman. Je n'avais aucune idée qu'il savait qui j'étais avant hier soir. C'était complètement insensé. Il est très beau, dit sa mère d'un ton songeur. Ton père l'a cherché sur Internet. Il dit qu'il vaut environ 2 milliards de dollars. Maman, je dis juste, ma chère. Tuesday has 31 ans. Tu travailles trop, et tu n'as ramené personne à la maison pour Noël depuis 3 ans. Peut être que l'univers te dit quelque chose. L'univers me dit de trouver une nouvelle carrière, marmonna Sophie, parcourant d'autres courriels furieux. Je crois que je viens de détruire ma réputation professionnelle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un penthouse donnant sur Central Park, Ethan Brooks vivait sa propre crise post-événement. Il était assis à son îlot de cuisine, une dalle de marbre qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, fixant l'écran de son ordinateur portable et 3 journaux différents, tous affichant des variations du même titre. La déclaration d'amour publique d'un milliardaire secoue une vente aux enchères à Manhattan. Le New York Post avait opté pour cœur en vente au-dessus d'une photo de lui ressemblant à un cerf pris dans les phares. Page 6 avait un cliché zoomé de l'expression choquée de Sophie avec la légende « Une femme mystérieuse sauve l'héritier, Brooks d'une fraude artistique ». Le Wall Street Journal, plus sérieux, avait choisi. Le scandale d'authentification de Sotheby's expose les vulnérabilités du marché. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis 6 heures du matin. Son attaché de presse voulait limiter les dégâts. Son avocat voulait discuter des éventuelles poursuites. Sa mère voulait savoir si elle devait planifier un mariage ou réserver des séances de thérapie. Et le pire, son conseil d'administration voulait une réunion d'urgence pour discuter de son comportement de plus en plus erratique. Lily, la jeune sœur d'Ethan, entra dans la cuisine en pantalon de yoga et un pull oversized, ses cheveux blonds en chignon désordonné. À 28 ans, elle était la rebelle de la famille Brooks, avocate en droit environnemental, conduisant une hybride et faisant du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end. Eh bien, dit-elle, attrapant une pomme dans le bol de fruits et sautant sur le comptoir à côté de lui. Mon grand frère a enfin fait quelque chose d'intéressant. Raconte-moi tout. Il n'y a rien à raconter. J'ai eu un moment d'égarement et j'ai dit quelque chose d'incroyablement stupide devant 200 personnes. Tu as dit à une parfaite étrangère que tu l'aimais après qu'elle t'a sauvé d'acheter une fausse peinture pour 5 millions de dollars, dit Lily, croquant dans sa pomme. Ce n'est pas un moment d'égarement, Ethan. C'est une comédie romantique. Ethan gémit et posa sa tête dans ses mains. Le conseil va me crucifier. Il pense déjà que je suis trop impulsif pour diriger l'entreprise. Ça va juste prouver qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison, dit Lily doucement. Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois parce que tu le voulais, et non parce que c'était attendu de toi? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, sa gouvernante, Madame Liu, frappa au cadre de la porte de la cuisine. Monsieur Brooks, il y a des reporters devant l'immeuble, et votre mère a appelé. Elle est en route. Parfait, marmonna Ethan. Aussi, continua Madame Liu avec un petit sourire, il y a une livraison pour vous. Des fleurs, je pense. Lily haussa un sourcil. Des fleurs de Sophie? Mais quand Madame Liu revint, elle portait un énorme arrangement de lit blanc avec une carte qui disait
nos plus sincères condoléances pour la mort de votre dignité, le conseil d'administration. Lily éclata de rire. Ethan, lui, n'était pas amusé. Je dois arranger ça, dit-il, se levant et faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Je dois m'excuser auprès de Sophie Carter pour l'avoir entraînée dans ce désastre, et je dois trouver comment convaincre mon conseil que je ne perds pas complètement la tête. Perds-tu la tête? Demanda Lily, le regardant arpenter la pièce. Ethan s'arrêta et considéra la question sérieusement. Je ne sais pas. Peut-être. Tout ce que je sais, c'est que quand je l'ai vu se lever dans cette salle et risquer sa carrière pour m'empêcher de faire une énorme erreur, Lily, elle ne me connaissait même pas, et elle était prête à torpiller sa propre réputation professionnelle pour faire ce qui était juste. Quand est-ce que quelqu'un a fait quelque chose comme ça pour toi pour la dernière fois? Jamais, admit Lily. Alors, que vas-tu faire? Ethan regarda Central Park, où des joggeurs matinaux faisaient le tour du réservoir. Quelque part là-dehors, Sophie Carter faisait probablement face à sa propre crise à cause de sa déclaration impulsive. Je vais la trouver, dit-il doucement. Et je vais m'excuser, puis je vais trouver comment arranger les choses. Son téléphone vibra avec un nouvel appel. Cette fois, c'était son assistant. Monsieur Brooks, j'ai des nouvelles intéressantes. Sophie Carter a refusé des demandes d'interview de CNN, Good Morning America et 60 minutes. Son agent dit qu'elle n'est pas intéressée à capitaliser sur la situation. Ethan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Dans une ville où les gens vendraient les bijoux de leur grand-mère pour 15 minutes de gloire, Sophie Carter refusait des opportunités médiatiques majeures. Elle était vraiment aussi honnête qu'il le pensait. Aussi, continua son assistant, Sotheby's a confirmé que la peinture était bien une contrefaçon, et il lance une enquête interne sur leur processus d'authentification. Le docteur Langley a déclaré publiquement que l'intervention de Madame Carter a empêché un scandale majeur. Donc, elle avait complètement raison. Oui, monsieur. Et monsieur, encore une chose. J'ai creusé dans le passé de Madame Carter comme vous me l'avez demandé. Elle n'est pas seulement honnête, elle est fauchée. Elle a refusé un emploi très lucratif dans une maison de vente privée l'année dernière. Parce qu'il voulait qu'elle soit moins rigoureuse dans ses authentifications, Ethan ferma les yeux. Sophie Carter avait tout risqué pour le sauver de sa propre stupidité. Et maintenant, elle payait probablement le prix de son intégrité. Annulez mes rendez-vous du matin, dit-il à son assistant. J'ai quelqu'un à voir. Lily Sorrett. Maintenant, ça devient intéressant. Et Lily, ajouta Ethan, se dirigeant vers sa chambre pour s'habiller, si maman demande où je suis allé, dis-lui que je suis mon cœur. Elle détestera ça, mais au moins elle comprendra. En fermant la porte de sa chambre, Ethan pouvait entendre sa sœur rire et composer un numéro, probablement pour partager la dernière péripétie de ce qu'elle appelait le désastre de comédie romantique d'Ethan. Mais pour la première fois depuis des mois, Ethan avait l'impression de faire quelque chose de bien. Maintenant, il devait juste trouver comment convaincre Sophie Carter de ne pas lui claquer la porte au nez. Samedi après-midi, appartement de Sophie. Sophie était en train de stresser en mangeant des restes de nourriture taillés directement dans la boîte tout en cherchant des opportunités d'emploi à Portland, loin du monde artistique impitoyable de New York, quand quelqu'un frappa à sa porte. Pas le tapotement doux de sa voisine âgée, Madame Fernandez, ni le coup rythmique du livreur du bodega en bas. C'était un coup confiant, déterminé, qui semblait étrangement coûteux. Elle jeta un œil par le Judas et faillit s'étouffer avec son pas de taille. Ethan Brooks se tenait dans son couloir, incroyablement beau en jean sombre et un pull bleu marine qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Il tenait ce qui semblait être du café et un sac en papier blanc, et, plus surprenant encore, il semblait nerveux. Sophie balaya son appartement du regard avec horreur. Des livres d'art étaient éparpillés sur toutes les surfaces. Son matériel d'authentification était étalé sur la table de la cuisine comme une scène de crime scientifique, et elle portait son genre le plus usé et un sweatshirt de l'université de Columbia avec un trou au coude gauche. Ses cheveux étaient en queue de cheval désordonnée, retenus par ce qui pourrait être un pinceau. Elle envisagea de prétendre qu'elle n'était pas là, mais Renoir choisit ce moment pour miauler bruyamment et gratter la porte, apparemment curieux de leur visiteur. Ethan frappa à nouveau. « Sophie, je sais que vous êtes là. J'entends votre chat, et je vous ai vu regarder par le Judas. Comment savez-vous où j'habite » cria-t-elle à travers la porte, sans bouger pour l'ouvrir. « Votre adresse est dans l'annuaire professionnel. Et avant que vous ne demandiez, je n'ai pas amené de reporter, de photographe ou qui que ce soit d'autre. C'est juste moi. Et du café. J'ai apporté du café. » Sophie ferma les yeux et compta jusqu'à 10, puis 20, puis 30. Mais Ethan Brooks était apparemment patient, car il attendait simplement. Finalement, contre son meilleur jugement, elle ouvrit la porte, mais laissa la chaîne de sécurité en place, créant un espace juste assez large pour le fusiller du regard. « Monsieur Brooks, dit-elle formellement, c'est inattendu. Ethan, corrigea-t-il doucement, et je sais que c'est probablement la dernière chose que vous voulez gérer en ce moment, mais j'avais besoin de m'excuser,
de vous remercier et de m'assurer que vous allez bien. Sophie étudia son visage à travers l'entrebâillement. Il semblait sincèrement préoccupé, et ses yeux gris acier qu'il avait fixés à travers la salle des ventes semblaient maintenant presque vulnérables. « Je vais bien, mentit-elle. Tout va bien. Ma carrière peut être terminée, mais à part ça, tout est merveilleux. Ethan Tressait. C'est précisément pourquoi je suis ici. Puis-je entrer, s'il vous plaît? Je promets de ne pas déclarer mon amour à nouveau ou faire quoi que ce soit d'autre d'embarrassant. Je veux juste parler. » Contre tous les instincts qui lui criaient de le renvoyer, Sophie se surprit à détacher la chaîne et à ouvrir la porte plus grand. « 5 minutes, dit-elle, et seulement parce que vous avez apporté du café. » Ethan entra dans son petit studio et regarda autour de lui avec un intérêt sincère, pas la curiosité polie qu'elle attendait de quelqu'un qui vivait probablement dans un penthouse. Son regard s'attarda sur son espace de travail improvisé, sa collection de livres d'art et une reproduction de la nuit étoilée de Van Gogh qu'elle avait peinte elle-même à l'université. « C'est vous qui avez peint ça ?» demanda-t-il, désignant le Van Gogh. « C'est juste une copie. J'étais étudiante en art avant de passer à l'authentification. » Sophie prit le café qu'il lui offrait. C'était de Joe Coffee, son endroit préféré qu'elle ne pouvait plus se permettre. « Comment saviez-vous que j'aimais cet endroit ?» Ethan eut la décence de sembler embarrassé. « J'ai être observé vos habitudes en matière de café pendant les 3 mois où j'ai essayé de trouver le courage de me présenter à divers événements de galerie. » 3 mois? Sophie le fixa. « Vous avez dit 6 mois hier soir. 6 mois à vous remarquer. 3 mois à essayer activement de vous approcher et à me dégonfler à chaque fois. » Ethan passa une main dans ses cheveux sombres, les faisant légèrement se dresser. « Je ne suis généralement pas aussi pathétique dans les réunions d'affaires. Je suis en fait assez confiant. » Malgré tout, Sophie sentit le coin de sa bouche frémir. « Qu'est-ce qui vous a empêché de vous présenter? » Vous, dit Ethan simplement. Chaque fois que je vous voyais travailler, vous étiez si concentré, passionné, vous examiniez une pièce comme si vous résolviez un mystère, complètement absorbé par votre travail. Vous ne sembliez jamais remarquer les donateurs de galeries qui essayaient de vous amadouer ou les collectionneurs qui cherchaient à attirer votre attention. Vous vous souciez uniquement de l'art. C'était. Il s'arrêta, cherchant ses mots. C'était magnifique à regarder. Sophie sentit une chaleur monter dans son cou. Elle n'était pas habituée aux compliments, surtout pas de la part de milliardaires debout dans son appartement en désordre. Monsieur Brooks Ethan. Vous n'êtes pas venu ici juste pour me dire que vous m'avez suivi pendant 6 mois, n'est-ce pas? Ethan rit, un son sincère qui transforma tout son visage. Quand vous le dites comme ça semble plutôt effrayant. Non, je suis venu ici parce que ce qui s'est passé hier soir était de ma faute, et je voulais réparer ça. Il fouilla dans le sac en papier blanc, et en sortit ce qui semblait être un dossier. C'est un contrat. La tasse de café de Sophie s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Un quoi? Brooks Enterprise a besoin d'un directeur de l'authentification et de l'acquisition d'art, quelqu'un pour superviser notre collection d'entreprises, authentifier les pièces pour nos fondations et conseiller sur les investissements artistiques. Le salaire est 3 fois ce que vous avez gagné en tant que freelance l'année dernière, avec des avantages complets et une autonomie totale sur toutes les décisions d'authentification. Sophie le fixa. Vous m'offrez un emploi? Je vous offre l'emploi que vous méritez. Un emploi où votre intégrité est un atout, pas un handicap. Ethan posa le dossier sur la table de la cuisine, déplaçant soigneusement une loupe et des bandelettes de tests chimiques. Vous m'avez sauvé d'une erreur de 5 millions de dollars hier soir. Le conseil peut penser que je suis impulsif, mais ils ne peuvent pas discuter des résultats. C'est fou, dit Sophie, mais elle se surprit à ouvrir le dossier quand même. Le chiffre du salaire lui fit écarquiller les yeux. C'est plus d'argent que ce que j'ai gagné au cours des 3 dernières années combinées. Vous le méritez, dit Ethan doucement. Et Sophie, il n'y a aucune condition. Vous prenez cet emploi, vous travaillez pour moi professionnellement, mais je ne vous embêterai pas personnellement. Hier soir, j'étais emporté par le moment. Vous n'avez pas à vous inquiéter que je rende les choses gênantes. Sophie leva les yeux du contrat. Ethan se tenait maintenant près de sa fenêtre, les mains dans les poches, regardant Renoir enquêter sur ses chaussures. Il y avait quelque chose de presque solitaire dans sa posture, malgré ses mots confiants. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Et ne me dites pas que c'est juste parce que je vous ai économisé de l'argent, vous pourriez engager n'importe quel expert en authentification dans le monde. » Ethan resta silencieux un long moment, regardant toujours par la fenêtre la vue du bâtiment en face, bien loin de son panorama sur Central Park. « Parce que, dit-il enfin, dans une salle pleine de gens qui m'auraient laissé faire cette erreur juste pour éviter de faire une scène, vous vous êtes levé et avez fait ce qui était juste. Même si cela vous a coûté. Dans mon monde, ce genre d'honnêteté est plus rare que n'importe quelle peinture. » Sophie sentit quelque chose frémir dans sa poitrine, ce qui était dangereux. Elle ne pouvait pas se permettre d'être charmée par Ethan Brooks, peu importe à quel point il semblait sincère. Les hommes comme lui vivaient dans un univers différent, avec des jets privés,
des galas de charité et des problèmes qui pouvaient être résolus en jetant de l'argent dessus. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle. Binzoa. Ethan se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Sophie, pour ce que ça vaut, j'ai pensé ce que j'ai dit hier soir. Pas le timing, évidemment, c'était terrible, mais le sentiment. Il sourit. Ce même sourire confiant qu'il avait mis dans le pétrin à la vente aux enchères. Je suis à moitié amoureux de vous depuis la première fois que je vous ai vu authentifier un Degas avec une telle concentration que vous n'avez pas remarqué l'alarme incendie se déclencher. L'alarme incendie? Sophie cligna des yeux. C'était vous à la soirée de bienfaisance de la Frick Collection? Je me suis toujours demandé pourquoi tout le monde avait évacué sauf le garde de sécurité et un type en smoking. C'était une fausse alarme. Quelque chose à propos des détecteurs de fumée de la cuisine. Mais vous continuiez à travailler, complètement inconsciente. Le sourire d'Ethan s'élargit. C'est là que j'ai su que j'étais dans le pétrin. Après son départ, Sophie s'assit sur son petit canapé avec Renoir ronronnant sur ses genoux et le contrat étalé sur sa table basse. L'offre d'emploi était incroyable, plus qu'incroyable. Cela résoudrait tous ses problèmes financiers et lui donnerait le respect professionnel qu'elle avait toujours désiré. Mais cela signifierait aussi travailler pour l'homme qui avait déclaré son amour pour elle devant la moitié de l'élite sociale de Manhattan. L'homme qui, malgré sa richesse et ses privilèges évidents, avait réussi à rendre son appartement moins solitaire rien qu'en y étant pendant 10 minutes. Son téléphone vibra avec un message de Lily Brooks. Apparemment, la sœur d'Ethan avait obtenu son numéro d'une manière ou d'une autre. Mon frère est un idiot, mais c'est un idiot bien intentionné. Aussi, il rend toute notre famille folle en parlant de la femme brillante qui authentifie l'art comme si elle résolvait des crimes. Je pensais que vous devriez le savoir. Lélé. Sophie fixa le message, puis le contrat, puis Renoir, qui n'offrait aucun conseil utile au-delà de demander à être nourri. Qu'en penses-tu, Renoir? Demanda-t-elle. Dois-je accepter un emploi de la part d'un homme qui m'a secrètement observé travailler pendant 6 mois? Renoir ronronna simplement plus fort. À travers sa fenêtre, Sophie pouvait voir le soleil se coucher sur la ville, peignant le ciel de teintes roses et dorées qui aurait fait pleurer les impressionnistes. Quelque part là-dehors, Ethan Brooks faisait probablement face à sa propre crise, réunion du conseil, attente familiale et le poids d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars sur ses épaules, et quelque part entre ses remboursements de prêts étudiants et ses responsabilités d'entreprise, quelque chose d'inattendu avait pris vie dans une salle des ventes de Sotheby's. Sophie prit le contrat et commença à le relire. Cette fois, elle prêta attention à chaque détail. Parce qu'Ethan Brooks pouvait être impulsif, privilégié et totalement hors de sa portée, mais il avait aussi raison sur une chose, dans son monde à elle, l'honnêteté était tout. Et quelque chose lui disait que, malgré le désastre de la veille, il pourrait bien valoir le risque. Lundi matin, siège de Brooks Enterprise, Manhattan. Sophie se tenait sur le trottoir devant la tour de 40 étages de Brooks Enterprise, serrant son nouveau portfolio en cuir, un achat du week-end qui avait fait pleurer sa carte de crédit, et remettant en question chaque décision de vie qu'il avait menée à ce moment. Le bâtiment s'élevait vers le ciel comme un monument au capitalisme, tout en verre et en acier, exudant un pouvoir d'entreprise intimidant. Les hommes et femmes d'affaires en costumes coûteux circulaient autour d'elle comme une rivière d'ambition, chacun semblant savoir exactement où était sa place. Elle n'était pas à sa place ici. Après 48 heures de liste interminable de pour et de contre et une longue conversation téléphonique avec ses parents. Accepte l'emploi, ma chérie. Tu pourras gérer la partie romantique plus tard. Sophie avait signé le contrat à 23h47 dimanche soir. Maintenant, debout dans l'ombre de l'empire d'entreprise des temps, elle avait de sérieux doutes. Son téléphone vibra avec un message de Claire, son amie du monde de l'art. Je t'ai vu sur page 6 ce matin. L'experte en art mystérieuse rejoint Brooks Enterprise. Comment te sens-tu d'être la nouvelle recrue la plus discutée de Manhattan? Sophie, gémit. Elle avait expressément demandé à l'attaché de presse d'Ethan apparemment, elle avait un attaché de presse maintenant, ce qui était terrifiant de garder l'annonce discrète. Clairement, discrète signifiait des choses différentes pour différentes personnes. Prenant une profonde inspiration qui sentait les gaz d'échappement et l'ambition, Sophie poussa les portes tournantes pour entrer dans le hall en marbre et acajou. La réceptionniste, une femme polie qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode, sourit avec une chaleur professionnelle qui venait probablement d'une formation approfondie. Vous devez être Mademoiselle Carter, dit-elle avant que Sophie ne puisse se présenter. Monsieur Brooks vous attend. Dernier étage, ascenseur exécutif. Montrez simplement votre pièce d'identité à la sécurité. Le point de contrôle de sécurité était plus rigoureux que la plupart des aéroports. Mais finalement, Sophie se retrouva seule dans un ascenseur qui montait si doucement qu'elle sentait à peine le mouvement. De la musique classique jouait doucement alors que les numéros des étages défilaient, et Sophie aperçut son reflet dans les portes en acier poli. Elle avait choisi sa tenue la plus professionnelle. Une veste bleu marine, une blouse blanche et un pantalon noir qu'elle possédait depuis l'école doctorale.
Mais à côté des costumes de créateurs qu'elle avait vus dans le hall, elle avait l'impression de porter un costume de la friperie. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur une réception qui semblait appartenir à un musée. Des peintures originales ornaient les murs. Elle repéra ce qui ressemblait à une véritable étude de nénuphar de Renoir et faillit arrêter de respirer, et le mobilier était composé de pièces modernes épurées qui coûtaient probablement plus cher que des voitures. Millie Carter, une femme d'une cinquantaine d'années, s'approcha avec un sourire chaleureux et une aura d'autorité compétente. « Je suis Laura Winters, l'assistante exécutive de Monsieur Brooks. Bienvenue chez Brooks Enterprise. » Laura la guida à travers un dédale de bureaux et de salles de conférence, expliquant la structure de l'entreprise et désignant divers départements. Sophie apprit que Brooks Enterprise était plus qu'une simple compagnie de transport maritime. Ils avaient des divisions dans l'immobilier, les technologies d'énergie renouvelable et, plus pertinent pour son nouveau poste, une branche philanthropique importante qui incluait plusieurs fondations d'art. La collection d'art de l'entreprise est hébergée aux étages 37 à 39, expliqua Laura alors qu'elle marchait. Le père de Monsieur Brooks a commencé à collectionner dans les années 1980, et elle s'est considérablement développée depuis. Vous aurez votre propre laboratoire d'authentification au 38 étages et une équipe de 3 assistants de recherche. Sophie faillit trébucher. Une équipe? Bien sûr. Monsieur Brooks ne vous l'a pas mentionné? Vous superviserez l'authentification de toutes les nouvelles acquisitions, gérez la collection existante et conseillerez sur les pièces envisagées pour des dons ou des ventes. C'est une opération assez importante. Elles s'arrêtèrent devant une porte avec une plaque en laiton indiquant « Sophie Carter, directrice de l'authentification et de l'acquisition d'art ». Sophie fixa la plaque pendant un long moment, se sentant comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Son bureau était magnifique. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'Hudson, des étagères encastrées déjà remplies de références en histoire de l'art, et un bureau qui valait probablement plus que tout son revenu de l'année précédente. Mais ce qui lui coupa le souffle fut le chevalet dans le coin, équipé d'un éclairage professionnel et d'un système de grossissement. « Monsieur Brooks pensait que vous apprécieriez un espace de travail pour des examens détaillés, » dit Laura, remarquant sa réaction. Il a été très précis sur les exigences d'éclairage. Sophie passa ses doigts le long des mécanismes d'ajustement du chevalet. C'était exactement le type de configuration dont elle avait rêvé mais qu'elle n'avait jamais pu se permettre. Ethan avait clairement fait ses recherches sur ce dont elle avait besoin pour faire son travail correctement. « Une dernière chose, » dit Laura, vérifiant sa montre. « Monsieur Brooks aimerait vous voir dans son bureau à 10 heures pour votre réunion d'orientation. Cela vous laisse environ 30 minutes pour vous installer. » Après le départ de Laura, Sophie explora son nouveau domaine avec un émerveillement croissant. L'espace de laboratoire adjacent contenait des équipements dont elle n'avait fait que rêver. Machines d'analyse spectrale, caméras haute résolution, stations de tests chimiques et bibliothèques de référence que la plupart des musées envieraient. Tout était à la pointe de la technologie et clairement choisi par quelqu'un qui comprenait les exigences techniques de l'authentification d'art. À 10 heures précises, elle frappa à la porte du bureau d'Ethan. « Entrez », dit sa voix de l'intérieur. Le bureau d'Ethan était impressionnant mais étonnamment personnel. Oui, il y avait le bureau massif attendu et la table de conférence, le mur de fenêtre avec une vue qui coûtait probablement plus cher au mètre carré que l'appartement entier de la plupart des gens, mais il y avait aussi des photos de famille éparpillées. Ethan avec Lily lors d'une randonnée, un couple plus âgé qui était probablement ses parents lors d'un événement formel, et plusieurs photos d'événements caritatifs de l'entreprise. Ethan lui-même se tenait près des fenêtres, portant un costume anthracite qui lui allait parfaitement et le faisait ressembler à l'exécutif d'entreprise par excellence. Mais lorsqu'il se tourna pour l'accueillir, Sophie vit la même énergie nerveuse qu'elle avait remarquée dans son appartement. « Sophie, » dit-il, son visage s'illuminant d'un soulagement qui semblait sincère. « Vous êtes venue. »« Eh bien, j'ai signé un contrat, » dit-elle, essayant de garder un ton professionnel, malgré la manière dont son pouls s'accéléra lorsqu'il lui sourit ainsi. « Comment trouvez-vous votre bureau? S'il manque quoi que ce soit pour le laboratoire, dites-le simplement à Laura. Je veux m'assurer que vous ayez tout ce qu'il faut pour faire votre travail correctement. » Sophie s'avança pour se tenir à côté de lui près des fenêtres, regardant la ville s'étendant sous eux. De cette hauteur, les gens dans les rues ressemblaient à des fourmis, et la circulation semblait presque paisible. « Ethan, puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle, toujours tournée vers la vue. « Tout ce que vous voulez. Pourquoi cet emploi est-il si important pour vous? Je veux dire. Au-delà du simple fait d'embaucher de bonnes personnes, vous auriez pu contracter avec n'importe quelle firme d'authentification de la ville. Pourquoi créer un département entier pour une seule personne? » Ethan resta silencieux un moment, et quand Sophie le regarda, elle vit qu'il étudiait son profil avec une intensité qui lui réchauffa la peau. « Savez-vous comment mon père a bâti cette entreprise? » demanda-t-il finalement. Sophie secoua la tête. Il a commencé avec un seul cargo et une volonté de prendre des risques que les autres compagnies de transport ne prenaient pas. Il transportait des œuvres d'art et des antiquités pour des musées et des collectionneurs, quand tout le monde se concentrait sur le fret en vrac.
Il disait que l'art était la mémoire de la civilisation, et le protéger était plus important que les marges bénéficiaires. Ethan s'approcha de son bureau et prit une photo encadrée, un homme qui ressemblait à une version plus âgée d'Ethan debout à côté d'un navire chargé d'œuvres d'art soigneusement emballées. « Il est mort quand j'avais 25 ans, continua Ethan. Je venais de terminer mon MBA, et je pensais tout savoir sur la gestion d'une entreprise. Le conseil voulait que je me concentre sur les divisions rentables, le transport maritime, l'immobilier, la technologie. Il pensait que les fondations d'art étaient des bêtises sentimentales, mais vous les avez gardées. Je les ai développées parce que mon père avait raison. L'art est la mémoire de la civilisation. Et si nous ne le protégeons pas, ne l'authentifions pas correctement, ne le préservons pas pour les générations futures, à quoi sert tout cela? Il fit un geste autour du bureau, englobant tout l'empire d'entreprise qui s'étendait sous eux. Sophie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de l'embaucher. Il s'agissait, pourrait-on, d'honorer l'héritage de son père tout en prouvant qu'il était plus qu'un riche impulsif. Le conseil pense toujours que je suis trop sentimental, dit Ethan avec un sourire ironique. Il préférait que je me concentre sur les bénéfices trimestriels et les cours des actions. Mais vendredi soir, quand vous vous êtes levé dans cette salle des ventes et avez risqué votre carrière pour empêcher une fraude, vous avez prouvé que certaines choses comptent plus que l'argent. C'est exactement le type d'intégrité dont cette entreprise a besoin. Avant que Sophie ne puisse répondre, la voix de l'assistante d'Ethan se fit entendre par l'interphone. Monsieur Brooks, la réunion du conseil commence dans 5 minutes. L'expression d'Ethan changea immédiatement, devenant plus réservée. Bien. La session d'urgence concernant mon comportement de plus en plus erratique. À cause de vendredi soir. À cause de vendredi soir, à cause de votre embauche, à cause de ce qu'ils considèrent comme ma tendance générale à suivre mes instincts plutôt que leurs comités et groupes de discussion, Ethan ajusta sa cravate et prit un dossier épais sur son bureau. Il cherche une excuse pour me destituer de mon poste de PDG depuis des mois. Ma déclaration d'amour public pour une femme que je n'avais jamais officiellement rencontrée leur a juste donné les munitions dont ils avaient besoin. Sophie ressentit une pointe de culpabilité. Ethan, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ne vous excusez pas, dit Ethan fermement. J'ai pensé chaque mot que j'ai dit vendredi soir. Être pas le timing, mais le sentiment. Et vous embaucher a été la décision commerciale la plus intelligente que j'ai prise depuis des mois, indépendamment de mes sentiments personnels. Il s'arrêta à la porte, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Sophie, il y a autre chose que vous devriez savoir. Le conseil voudra vous rencontrer. Ils vont remettre en question vos qualifications, votre expérience, et probablement vos motivations pour accepter cet emploi. Certains pensent que je vous ai embauché à cause de vendredi soir, pas à cause de vos compétences professionnelles. Sophie sentit son dos se redresser. Qu'il me questionne. J'ai passé toute ma carrière à prouver que je mérite d'être dans des salles remplies de gens qui pensent que je n'y ai pas ma place. Le sourire d'Ethan était éclatant. C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez. Après qu'Ethan fut parti pour sa réunion du conseil, Sophie passa la matinée à explorer la collection d'art de l'entreprise. Elle était impressionnante. 3 étages de pièces soigneusement sélectionnées couvrant des siècles et des styles. Elle trouva des œuvres de Picasso, Rothko et O'Keeffe aux côtés de pièces moins connues qui montraient une véritable vision curatoriale. Quelqu'un avec un goût excellent avait construit cette collection, et il était clair que ce n'était pas juste une déduction fiscale d'entreprise. Elle examinait un petit croquis qui pourrait être une étude inédite pour une célèbre peinture de Degas, lorsque son équipe de recherche arriva. Rachel Morrison était une récente docteure en histoire de l'art de Columbia, enthousiaste et perspicace. Nathan Chen avait une maîtrise en chimie et se spécialisait dans l'analyse des peintures. Et Michael Fitzgerald était un ancien agent du FBI spécialisé dans les crimes artistiques avant de passer au secteur privé. Mademoiselle Carter, dit Rachel timidement, nous voulions nous présenter et voir si vous aviez besoin de quelque chose pour commencer. Sophie regarda les 3 jeunes professionnels, clairement compétents, et réalisa qu'elle était leur patronne. Elle était responsable de leur travail, de leur carrière, de leur développement professionnel. C'était à la fois exhilarant et terrifiant. Appelez-moi Sophie, s'il vous plaît, dit-elle. Et oui, il y a définitivement quelque chose avec quoi vous pouvez m'aider. Je veux faire un inventaire complet et une authentification de toute la collection. Tout, de la recherche de provenance à l'analyse technique. Nathan haussa un sourcil. Tout? Il y a plus de 300 pièces dans la collection. Je sais que c'est un gros projet, mais si nous voulons construire la réputation de Brooks Enterprise comme leader dans l'authentification d'art, nous devons d'abord nous assurer que notre propre maison est en ordre. Sophie afficha la base de données de la collection sur sa tablette. De plus, j'ai le sentiment que si le conseil d'Ethan cherche des raisons de remettre en question son jugement, il pourrait commencer par remettre en question sa récente recrue. Je veux m'assurer que quand ils le feront, nous ayons des données pour soutenir chaque décision que nous prenons. Ils passèrent le reste de la matinée à développer une approche systématique pour le projet d'inventaire.
Sophie se sentit dynamisée par le processus collaboratif. Après des années à travailler seule, avoir une équipe avec qui échanger des idées était un luxe qu'elle n'avait pas anticipé. À midi, Laura apparut avec le déjeuner et une mise à jour. La réunion du conseil est toujours en cours. Monsieur Brooks m'a demandé de vous dire de ne pas l'attendre et qu'il vous rejoindra cet après-midi. Sophie mangea son sandwich tout en examinant des documents de provenance pour un paysage supposément du XVIIIe siècle, mais son esprit revenait sans cesse à Ethan affrontant son conseil d'administration. Elle pouvait l'imaginer dans cette salle de conférence, défendant ses décisions avec la même conviction passionnée qu'il avait montrée en parlant de l'héritage de son père. Vers 14 heures, Lily Brooks apparut à la porte de Sophie, portant un jonc et un blazer qui réussissaient à être à la fois décontractés et professionnels. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit Lily, regardant autour du bureau avec une approbation évidente. « Je voulais vous souhaiter la bienvenue dans l'entreprise familiale et voir comment vous vous installiez. »« C'est magnifique, » dit Sophie honnêtement, bien que je ne sois toujours pas entièrement sûre d'appartenir à cet endroit. Lily rit, s'installant dans l'un des fauteuils en face du bureau de Sophie. « Croyez-moi, la moitié des gens dans ce bâtiment ressentent la même chose. Les environnements d'entreprise peuvent être intimidants, surtout quand on est habitué à travailler indépendamment. Ethan a mentionné que vous êtes avocate en droit environnemental. Droit environnemental et responsabilité d'entreprise. Je travaille avec la Fondation Brooks sur des initiatives de durabilité. » L'expression de Lily devint plus sérieuse. « Sophie, puis-je être directe avec vous à propos de quelque chose ?» Sophie hocha la tête, bien qu'elle se préparât à ce qui allait suivre. « Mon frère est différent depuis vendredi soir. Plus heureux, je pense, plus concentré. Pendant des mois, il faisait les choses mécaniquement, assistant à des réunions, prenant des décisions, mais sans vraiment s'y engager. Le conseil le poussait à être plus conservateur, plus traditionnel, et cela tuait lentement son enthousiasme pour l'entreprise. » Lily se pencha en avant dans son fauteuil. « Mais vous embauchez, créer ce poste, c'est la première fois en des mois que je l'ai vu excité par quelque chose. Et d'après ce que je peux voir, vous êtes exactement ce dont cet endroit a besoin, quelqu'un qui se soucie plus de faire ce qui est juste que de la politique ou des marges bénéficiaires. Lily, il faut que vous sachiez que je n'ai pas pris cet emploi à cause de ce qui s'est passé vendredi soir. Je l'ai pris parce que c'est une opportunité incroyable, et parce qu'Ethan m'a convaincu qu'il est sérieux à l'idée de construire quelque chose de significatif ici. Je le sais, dit Lily avec un sourire. Et je pense qu'Ethan le sait aussi, même s'il est trop nerveux pour y croire complètement. Mais Sophie, le conseil ne le sait pas. Et certains d'entre eux vont essayer d'utiliser votre nomination comme preuve qu'Ethan ne pense pas clairement. » Avant que Sophie ne puisse demander ce que cela signifiait, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Réunion du conseil terminée, nous devons parler. Monday Bureau, 15 hours. Ethan. » Sophie montra le message à Lily, qui grimaça. « Ça n'a pas l'air bon, » dit Lily. « Non, acquiesça Sophie, vérifiant sa montre, vraiment pas. » Alors que Lily partait, Sophie essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de tourner avec des possibilités. Le conseil avait-il décidé de licencier Ethan? Avait-il exigé qu'il annule son offre d'emploi? Avait-il trouvé un moyen d'utiliser l'incident de vendredi soir pour justifier une action plus drastique? À 15 heures précises, Sophie frappa à nouveau à la porte du bureau d'Ethan. Cette fois, quand il l'appela à entrer, sa voix semblait tendue. Ethan se tenait derrière son bureau, toujours en costume, mais avec sa cravate desserrée et ses cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. Son expression était soigneusement neutre, mais Sophie pouvait voir la tension dans ses épaules. « Comment était la réunion du conseil ?» demanda-t-elle, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau. Ethan resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre le soleil de l'après-midi se reflétant sur les bâtiments environnants. « Ils veulent vous rencontrer, » dit-il enfin. « Demain matin, 9 heures, présentation complète devant le conseil sur vos qualifications, votre vision pour le département d'authentification d'art, et vos plans pour l'intégration aux objectifs stratégiques plus larges de l'entreprise. » Sophie sentit son estomac se nouer. « On dirait qu'ils cherchent des raisons de remettre en question votre décision de m'embaucher. » « Oui, c'est exactement ça. » Ethan la regarda enfin, et Sophie vit de la frustration et peut-être de la peur dans son expression. « Sophie, je veux que vous sachiez que ce n'est pas à propos de vos qualifications. Vous êtes surqualifiée pour ce poste, et n'importe qui avec un demi-cerveau peut le voir. C'est à propos de la perception du conseil que je prends des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur la logique. Parce que vous avez embauché la femme dont vous avez déclaré être amoureux. Parce que je vous ai embauché sans les consulter d'abord. Oui. » Ethan s'assit lourdement dans son fauteuil. « La vérité est qu'il cherche une excuse pour remettre en question mon leadership depuis des mois. Mon père dirigeait cette entreprise par instinct et intuition, mais le conseil veut des données et l'approbation d'un comité pour chaque décision. Il pense que je lui ressemble trop. » Sophie étudia son visage. Voyant le poids des attentes et de l'héritage peser sur lui. « Ethan,
Voulez-vous que je démissionne? Si ma présence ici complique les choses pour vous, non, dit Ethan immédiatement, se penchant en avant dans son fauteuil. Sophie non. N'y pensez même pas. Ce que je veux, c'est que vous entriez dans cette salle de réunion demain matin et que vous leur montriez exactement pourquoi je vous ai embauché. Montrez-leur que vous n'êtes pas seulement qualifié, vous êtes essentiel. Montrez-leur que l'authentification d'art ne concerne pas seulement la prévention de la fraude. C'est préserver l'héritage culturel et construire la réputation de l'entreprise comme leader dans les pratiques commerciales éthiques. Sophie ressentit un mélange de nervosité et de détermination. Et si je ne peux pas les convaincre? Le sourire d'Ethan était ironique mais déterminé. Alors, nous chercherons tous les deux un nouvel emploi d'ici vendredi. À l'extérieur des fenêtres du bureau d'Ethan, le soleil commençait à se coucher sur Manhattan, peignant le ciel en nuances d'or et d'ambre. Quelque part dans la ville en contrebas, les gens rentraient chez eux après le travail, s'inquiétant de choses normales comme les plans pour le dîner et les activités du week-end. Mais dans la tour de 40 étages de Brooks Enterprise, Sophie Carter se préparait pour la présentation la plus importante de sa carrière, une présentation qui pourrait déterminer non seulement son avenir, mais aussi celui de l'homme qui avait tout risqué pour lui donner une chance. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, Ethan appela son nom. Sophie, pour ce que ça vaut, je ne regrette rien de ce qui s'est passé vendredi soir. Ni la vente aux enchères, ni votre embauche, ni même la partie où je me suis complètement ridiculisé devant la moitié de Manhattan. Sophie s'arrêta à la porte de son bureau, le regardant assis derrière son immense bureau, entouré des attributs du pouvoir d'entreprise, mais paraissant étrangement plus jeune et plus vulnérable qu'un PDG milliardaire n'avait le droit de l'être. Ethan, pour ce que ça vaut, je ne le regrette pas non plus. Le sourire qu'il lui adressa valait toutes les réunions du Conseil du Monde. Mardi matin, salle de conférence exécutive de Brooks Enterprise. Sophie se tenait devant la salle de conférence à 8h45, tenant ses documents de présentation et essayant de calmer son cœur battant la chamade. À travers les portes en verre dépoli, elle pouvait voir des ombres bouger autour de l'immense table de conférence, 12 membres du conseil qui tenaient l'avenir professionnel d'Ethan entre leurs mains, et maintenant le sien également. Elle avait passé la majeure partie de la soirée précédente à se préparer avec l'aide d'une source inattendue. Lily s'était présentée à son appartement vers 10 à 9 heures avec de la nourriture chinoise à emporter et des informations privilégiées sur la personnalité, le parcours et les préoccupations potentielles de chaque membre du conseil. Hélène Ramsey est la plus dure, avait averti Lily alors qu'elles étalaient des notes de présentation sur la petite table de cuisine de Sophie. Elle est au conseil depuis la mort de papa, et elle pense qu'Ethan est trop jeune et trop émotif pour diriger l'entreprise. Elle posera les questions les plus difficiles, mais si vous la convainquez, les autres suivront. Et William Liu? Avait demandé Sophie, parcourant ses notes sur la composition du conseil. Oncle William, pas vraiment de la famille, mais le plus vieil ami de papa. Il a fondé Liu Williams Financial Group et a pratiquement enseigné à Ethan tout ce qu'il sait sur la stratégie d'entreprise. Il est juste, mais pragmatique. Montrez-lui des chiffres solides et des projections de retour sur investissement claires, et il vous soutiendra. Maintenant, debout devant la salle de conférence dans son meilleur costume noir, emprunté à Lily, qui avait apparemment la même taille et un bien meilleur goût pour les tenues professionnelles, Sophie passa en revue sa stratégie une dernière fois. Elle avait structuré sa présentation autour de 3 points clés: la valeur financière d'une authentification d'art appropriée, l'opportunité pour Brooks Enterprise de devenir un leader dans les pratiques de collecte éthique, et les avantages à long terme pour la réputation d'avoir une expertise de classe mondiale en interne. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, et Laura Winters apparut. « Ils sont prêts pour vous, mademoiselle Carter », dit-elle avec un sourire encourageant. « Rappelez-vous, vous êtes à votre place ici. » Sophie entra dans la pièce et comprit immédiatement pourquoi les cadres d'entreprise trouvaient les réunions du conseil intimidantes. La salle de conférence était conçue pour impressionner et intimider à parts égales. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur Manhattan, une table en acajou poli qui pouvait probablement accueillir 20 personnes, et des chaises en cuir, qui semblaient coûter plus cher que la voiture de la plupart des gens. 12 paires d'yeux se tournèrent vers elle lorsqu'elle entra, représentant des décennies d'expérience en affaires et des milliards de dollars de richesse collective. À la tête de la table se tenait Hélène Ramsey, une femme aux cheveux argentés dans la soixantaine, qui rayonnait l'autorité acquise lors de 40 ans de bataille en salle de conférence. À sa droite se trouvait William Liu, distingué et alerte, étudiant Sophie avec une curiosité évidente. Les autres membres du conseil représentaient un mélange d'âge, de parcours et de spécialités finance, immobilier, transport maritime, technologie, mais ils partageaient tous la même expression de scepticisme poli. Ethan était assis à l'opposé de Hélène, et lorsqu'elle croisa son regard, il lui adressa un léger hochement de tête encourageant. Lily était assise le long du mur dans l'une des chaises d'observateur, officiellement présente en tant que représentante de la fondation, mais clairement là pour offrir un soutien moral. « Mademoiselle Carter, » dit Hélène, sa voix portant l'autorité nette de quelqu'un habitué à être obéi, « veuillez prendre place. »
Nous apprécions que vous preniez le temps de nous rencontrer ce matin. Sophie s'installa dans le fauteuil au centre de la table, directement en face d'Ethan. Elle posa ses documents de présentation devant elle et regarda autour de la salle, établissant un contact visuel avec chaque membre du conseil. « Merci de m'accueillir », dit-elle, satisfaite que sa voix semble plus assurée qu'elle ne le ressentait. « Je suis enthousiaste à l'idée de partager ma vision pour le programme d'authentification d'art de Brooks Enterprise et comment il peut contribuer aux objectifs stratégiques plus larges de l'entreprise. » Avant de commencer, interrompit un homme mince aux lunettes à monture métallique que Sophie reconnut comme Charles Whitmore, le directeur financier de l'entreprise. « Je pense que nous devrions aborder l'éléphant dans la pièce. Mademoiselle Carter, savez-vous que votre nomination a généré une attention médiatique importante? Une grande partie de celle-ci se concentre sur les circonstances inhabituelles sous lesquelles vous avez rencontré M. Brooks. » Sophie s'attendait à cette question, mais elle ressentit tout de même un coup au ventre. Autour de la table, elle pouvait voir diverses expressions, certaines compatissantes, d'autres calculatrices, et quelques-unes ouvertement hostiles. « Je suis consciente de la couverture médiatique, » dit Sophie prudemment. « Je suis également consciente que certaines personnes pourraient se demander si mes qualifications professionnelles ont été le facteur principal de mon embauche. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous conviendrez que mes références parlent d'elles-mêmes. » Hélène se pencha légèrement en avant. « Mademoiselle Carter, vous avez un parcours académique impressionnant et d'excellentes références de plusieurs institutions prestigieuses. Cependant, vous n'avez jamais dirigé un département d'entreprise auparavant, jamais géré une équipe, et jamais travaillé dans la structure d'une grande organisation. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez assumer les responsabilités de ce poste? » Sophie avait anticipé cette question également et répondit avec assurance. « Vous avez tout à fait raison de dire que je n'ai jamais travaillé dans un environnement d'entreprise auparavant, mais j'ai géré des projets complexes impliquant de multiples parties prenantes, des délais serrés et des actifs de grande valeur. Quand j'ai authentifié la collection Langlais pour le Metropolitan Museum l'année dernière, j'ai coordonné avec des conservateurs, des compagnies d'assurance, des équipes juridiques et des spécialistes du transport international pour vérifier et cataloguer plus de 200 pièces d'une valeur combinée de 50 millions de dollars. Le projet a été réalisé sous le budget et en avance sur le calendrier. » Elle ouvrit son portfolio et en sortit un rapport relié. « J'ai préparé une analyse détaillée de la manière dont ces mêmes compétences en gestion de projet se traduiront aux besoins de Brooks Enterprise. Plus important encore, j'ai identifié plusieurs domaines où notre programme d'authentification peut générer des revenus directs et des économies pour l'entreprise. » William Liu sembla intrigué. « Génération de revenus? Comment cela ?» Sophie se leva et se dirigea vers l'écran de présentation de la salle, connectant son ordinateur portable avec une efficacité éprouvée. Sa première diapositive apparut, une mise en page claire et professionnelle avec le logo de Brooks Enterprise et le titre. L'authentification d'art comme avantage stratégique en affaires. Brooks Enterprise maintient actuellement une assurance sur votre collection d'art d'entreprise évaluée à environ 80 millions de dollars, commença Sophie, passant à sa diapositive suivante, qui montrait une répartition de la valeur estimée de la collection. Cependant, mon examen préliminaire suggère que plusieurs pièces pourraient être significativement sous-évaluées, tandis que d'autres pourraient être surassurées sur la base d'attributions douteuses. Elle cliqua à nouveau, et une analyse détaillée apparut. Par exemple, il y a un petit paysage dans la salle de conférence du transept, étage qui est actuellement assuré comme une œuvre mineure du 19e siècle valant environ 50 000 dollars. Sur la base de l'analyse de la touche et de la recherche de provenance, je crois qu'il s'agit en réalité d'une étude précoce de Winslow Homer, ce qui la rendrait valable environ 2 millions de dollars. Les sourcils de Hélène se haussèrent. « Vous suggérez que nous avons une peinture de 2 millions de dollars dont nous ignorions l'existence? Je suggère que nous avons plusieurs pièces qui n'ont pas été correctement évaluées depuis des années, corrigea Sophie. À l'inverse, il y a une supposée étude de nénuphar de Renoir dans la salle à manger exécutive que je soupçonne être en réalité une très bonne copie d'époque. Si j'ai raison, nous payons des primes d'assurance sur une peinture de 15 millions de dollars qui vaut en réalité environ 50 000 dollars. » Elle passa à la diapositive suivante, montrant les économies de coûts projetées et les opportunités de revenus. Une authentification et une réévaluation appropriée de l'ensemble de la collection pourraient économiser à l'entreprise environ 300 000 dollars par an en coûts d'assurance tout en identifiant potentiellement des actifs valant beaucoup plus que leur estimation actuelle. Charles Whitmore prenait maintenant des notes, son scepticisme initial remplacé par un intérêt évident. Et les services d'authentification pour les clients? Cela pourrait-il devenir un centre de profit? Sophie sourit. C'était exactement la direction qu'elle espérait que la conversation prendrait. Brooks Enterprise a déjà une excellente réputation dans le monde de l'art grâce à vos services de transport et de logistique. Ajouter une expertise authentifiée crée des opportunités pour des consultations payantes, qui se situent généralement entre 5 et 15% de la valeur d'une pièce. Si nous authentifions seulement 10 pièces majeures par an pour des clients externes,
nous pourrions générer entre 500 000 et 2 millions de dollars de revenus supplémentaires. Elle passa à sa diapositive suivante, montrant des études de cas d'autres entreprises qui avaient développé des capacités similaires en interne. Plus important encore, cela positionne Brooks Enterprise comme un leader dans le commerce éthique de l'art. Avec une attention croissante portée à la provenance et à l'authenticité dans le monde de l'art, les entreprises qui peuvent garantir une authentification appropriée ont un avantage concurrentiel significatif. Parlez-nous de votre équipe, dit une femme que Sophie reconnut comme Dr Catherine Barnes, qui siégeait au conseil de plusieurs grandes organisations à but non lucratif. Comment envisagez-vous de construire et de gérer un département capable de gérer cette ampleur de travail? Sophie passa à une diapositive montrant son organigramme. J'ai déjà commencé à travailler avec 3 spécialistes de recherche. Rachel Morrison, qui apporte une expertise académique en histoire de l'art. Nathan Chen, qui gère l'analyse technique et la chimie des peintures. Et Michael Fitzgerald, qui se spécialise dans la recherche de provenance et a une vaste expérience dans l'investigation des crimes artistiques. Elle fit une pause, établissant un contact visuel avec plusieurs membres du conseil. Mais plus que l'expertise individuelle, nous construisons une approche collaborative qui tire parti des forces existantes de Brooks Enterprise. Nos travaux d'authentification s'intégreront avec votre équipe logistique pour un transport sécurisé, votre département juridique pour la vérification de la provenance, et votre division technologique pour l'archivage et l'analyse numérique. Hélène se renversa dans son fauteuil, étudiant Sophie avec ce qui pourrait être de l'approbation. Vous avez clairement fait vos devoirs, mademoiselle Carter, mais permettez-moi de vous poser une question plus personnelle. C'est une entreprise familiale construite sur des relations et de la confiance. Ethan a pris un risque considérable en créant ce poste et en vous embauchant. Si cela ne fonctionne pas, si l'attention médiatique devient problématique, si les clients remettent en question votre nomination, si le conseil décide que c'était une erreur, comment savons-nous que vous ne partirez pas simplement quand les choses deviendront difficiles? La salle devint silencieuse. Sophie pouvait sentir tous les regards sur elle, y compris celui d'Ethan. C'était le véritable test. Pas ses qualifications techniques ou son plan d'affaires, mais si elle était déterminée à aller jusqu'au bout malgré les défis. Sophie pensa à son petit studio, ses prêts étudiants, ses années de lutte pour établir sa crédibilité dans un domaine dominé par des collectionneurs fortunés et des gardiens institutionnels. Elle pensa à la vision du père d'Ethan de l'art comme mémoire de la civilisation et à l'opportunité de construire quelque chose de significatif plutôt que simplement rentable. Madame Ramsey, dit-elle enfin, j'ai grandi à Sacramento, où mon père enseignait l'histoire au lycée et ma mère travaillait comme bibliothécaire. J'ai payé mes études universitaires et doctorales, et j'ai passé les 8 dernières années à construire ma réputation, une authentification à la fois, souvent pour des clients qui payaient en retard et me traitaient comme jetable. Elle fit un geste autour de la salle de conférence. Cette opportunité travailler avec des ressources de classe mondiale, construire une équipe, contribuer à quelque chose de plus grand que des projets individuels, c'est tout ce vers quoi j'ai travaillé toute ma carrière. Vous me demandez si je partirai quand les choses deviendront difficiles? Je peux vous promettre que cela n'arrivera pas. Je n'ai pas de fonds fiduciaire sur lequel me reposer ou de connexion familiale pour ouvrir des portes. Cet emploi n'est pas juste une opportunité pour moi, c'est l'aboutissement de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je ne vais nulle part. Le silence qui suivit était profond. Sophie pouvait entendre le léger bourdonnement du système de ventilation du bâtiment et le bruit distant de la circulation 40 étages plus bas. William lui fut le premier à parler. Ethan, vous avez mentionné que Mademoiselle Carter vous a empêché de commettre une erreur significative lors de la vente aux enchères de Sotheby's. Pouvez-vous préciser? Ethan se redressa dans son fauteuil, et Sophie pouvait le voir passer en mode affaires. La peinture sur laquelle j'enchérissais, Rêve de jardin, soi-disant de Julien Moreau, était vendue avec une lettre d'authenticité d'un marchand respecté. La maison de vente l'avait approuvée pour la vente. Chaque expert qui l'avait examiné avait validé sa provenance. Sophie l'a identifié comme une contrefaçon en quelques minutes après l'avoir vu proposer à la vente. Comment? Demanda Dr. Barnes. Sophie répondit avant qu'Ethan ne puisse le faire. La touche était incohérente avec la technique documentée de Moreau pour cette période. La composition de la peinture incluait des pigments synthétiques qui n'étaient pas disponibles avant les années 1940, et les motifs de vieillissement étaient artificiellement induits plutôt que naturels. Plus important encore, ajouta Ethan, Sophie était prête à risquer sa réputation professionnelle pour empêcher une fraude, même si elle n'avait aucune obligation personnelle de le faire. Ce genre d'intégrité est exactement ce dont Brooks Enterprise a besoin pour ce rôle. Elle tapota son style contre son carnet. Mademoiselle Carter, si nous approuvons cette nomination, quel serait votre objectif principal pour la première année? 3 choses, dit Sophie sans hésiter. D'abord, compléter une authentification et une réévaluation complète de la collection d'entreprises existantes, ce qui nous donnera une base solide et générera probablement des économies immédiates. Ensuite, établir Brooks Enterprise comme un nom de confiance dans les services d'authentification,
ce qui signifie établir des relations avec des musées, des galeries et des collectionneurs privés. Enfin, créer des systèmes et des protocoles qui garantissent que chaque œuvre d'art associée à cette entreprise, que ce soit dans notre collection, transportée pour des clients ou donnée par le biais des fondations, répond aux normes les plus élevées d'authenticité et de provenance éthique. Et si vous découvrez que certaines de nos possessions actuelles sont problématiques? Demanda Charles Whitmore. Des contrefaçons, des pièces avec une provenance douteuse, des œuvres qui pourraient avoir été pillées ou volées? Sophie soutint son regard directement. Alors nous les traitons de manière transparente et éthique. Nous travaillons avec les autorités compétentes pour rendre les œuvres volées à leurs propriétaires légitimes. Nous retirons les contrefaçons de la collection. Et nous utilisons chaque cas comme une opportunité pour démontrer l'engagement de Brooks Enterprises à faire ce qui est juste, même quand c'est coûteux. Lily prit la parole depuis sa chaise d'observatrice. Sophie, pouvez-vous parler de la manière dont cela s'aligne avec la mission et les valeurs de la Fondation Brooks? Sophie hocha la tête, reconnaissante pour l'opportunité d'aborder le travail philanthropique de l'entreprise. L'authentification d'art soutient directement l'objectif de la Fondation de préserver l'héritage culturel pour les générations futures. Quand nous nous assurons que les œuvres, voici la suite de la traduction en français, reprenant là où le texte précédent s'est arrêté et continuant jusqu'à la fin, en respectant les instructions de traduction précises, fidèles au texte original, avec un français naturel et adapté aux locuteurs natifs, en conservant la grammaire, les nuances émotionnelles, les signes de ponctuation, le style et l'intégralité du contenu sans omission ni modification. Données sont authentiques, nous protégeons la réputation des institutions bénéficiaires. Lorsque nous identifions et restituons des artefacts volés, nous contribuons à guérir les blessures historiques. Lorsque nous éduquons les gens sur l'authentification appropriée, nous aidons à prévenir les fraudes futures. Elle passa à sa dernière diapositive, qui montrait une chronologie pour la mise en œuvre de ces programmes proposés. Plus précisément, je propose que Brooks Enterprises établisse une bourse annuelle d'authentification, un programme qui accueillerait des chercheurs et conservateurs émergents pour travailler avec notre équipe, leur offrant une expérience pratique tout en établissant des relations avec la prochaine génération de professionnels du monde de l'art. Hélène regarda autour de la table ses collègues membres du conseil, puis revint à Sophie. Mademoiselle Carter, merci pour une présentation très complète. Nous aimerions discuter de vos propositions en privé, et nous vous donnerons une réponse d'ici la fin de la journée. Sophie rassembla ses documents, serra la main de chaque membre du conseil et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle l'atteignait, Hélène l'appela. Mademoiselle Carter, hors micro, c'était impressionnant. Quelle que soit la décision que nous prendrons aujourd'hui, sachez que vous avez répondu à toutes les questions que j'avais concernant vos qualifications. Dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, Sophie sentit ses genoux trembler de soulagement. Lily apparut à ses côtés, souriant largement. C'était incroyable, dit Lily, passant son bras sous celui de Sophie, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer Hélène Ramsay aussi efficacement. Elle a même souri quand vous avez parlé de restituer des artefacts volés. Pensez-vous que ça s'est bien passé? Demanda Sophie, encore sous l'effet de l'adrénaline de la présentation. Je pense que vous venez de donner la meilleure présentation du conseil dans l'histoire de Brooks Enterprises, dit Lily. Allez, prenons un café pendant qu'ils délibèrent. Ethan nous rejoindra quand ils auront fini. Elles passèrent les 2 heures suivantes dans la cafétéria de l'entreprise, Lily partageant des histoires sur son enfance dans la famille Brooks et Sophie commençant peu à peu à croire qu'elle pourrait vraiment appartenir à ce monde. Vers midi, Ethan apparut, son expression indéchiffrable. Alors? Demanda Sophie, le cœur battant. Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire. Approbation. Unanime. Hélène a dit que c'était la présentation la plus impressionnante qu'elle ait vue en 20 ans de réunion du conseil. William veut discuter de la mise en place d'un arrangement de consultation pour sa propre collection d'art, et Charles travaille déjà sur des projections budgétaires pour le programme de bourse d'authentification. Sophie sentit des larmes de soulagement piquer ses yeux. Vraiment? Vraiment? Bienvenue chez Brooks Enterprises, directrice Carter, pour de vrai cette fois. Lily poussa un cri de joie et les serra tous les deux dans ses bras. Les autres employés de la cafétéria regardèrent avec curiosité, mais Sophie s'en moquait. Elle l'avait fait. Elle s'était prouvée dans la salle de conférence et avait gagné sa place dans le monde d'Ethan par ses propres mérites. Mais alors que la main d'Ethan s'attardait sur son épaule pendant l'étreinte célébratoire de Lily, Sophie réalisa que la partie la plus difficile pourrait encore être devant elle. Parce que maintenant que les questions professionnelles étaient réglées, elle devait trouver quoi faire des questions personnelles. À commencer par le fait qu'elle tombait définitivement, complètement et probablement désespérément amoureuse de son patron. Plus tard dans l'après-midi, Sophie était dans son bureau, examinant des protocoles d'authentification, quand Ethan frappa à sa porte. « Une minute. Demandate-il. » « Toujours, dit Sophie, lui faisant signe de s'asseoir. Au lieu de cela, Ethan marcha jusqu'à ses fenêtres, regardant la skyline de Manhattan avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Sophie,
Je dois vous dire quelque chose, dit-il finalement. Ce matin, avant la réunion du conseil, Hélène Romsey m'a coincé dans mon bureau. Sophie sentit son estomac se nouer. Qu'a-t-elle dit? Elle m'a demandé si j'étais amoureux de vous. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. La bouche de Sophie devint sèche. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Demanda-t-elle, parvenant à peine à parler. Ethan se tourna pour lui faire face, et Sophie vit quelque chose de brut et vulnérable dans son expression. Je lui ai dit la vérité, dit-il doucement. Que je tombe amoureux de vous depuis la première fois que je vous ai vu travailler. Que vendredi soir à la vente aux enchères n'était pas une impulsion passagère. C'étaient des mois d'admiration qui ont fini par déborder. Et que, peu importe ce que je ressens pour vous personnellement, vous embaucher était la décision commerciale la plus intelligente que j'ai jamais prise. Sophie le fixa, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ethan, je sais, dit-il rapidement. Je sais que ça complique tout. Je sais que nous travaillons ensemble maintenant, et qu'il y a des limites professionnelles à considérer. Je sais que ma déclaration d'amour à la vente aux enchères était probablement la chose la plus inappropriée qui soit arrivée dans l'histoire de Sotheby's. Mais Sophie, je sais aussi que je ne veux pas prétendre que je ne ressens pas ça pour vous. Sophie se leva lentement, contournant son bureau jusqu'à se tenir directement devant lui. Que me demandez-vous exactement, dit-elle. Le sourire d'Ethan était nerveux mais déterminé. Je vous demande si vous aimeriez dîner avec moi ce soir. Pas en tant que votre patron, pas en tant que PDG de Brooks Enterprises, mais en tant qu'Ethan, le gars qui a été trop nerveux pour se présenter à vous pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'il perde complètement la tête lors d'une vente aux enchères. Sophie plongea son regard dans ses yeux gris acier et y vit de la sincérité, de la vulnérabilité et quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Elle pensa à toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée, les complications au travail, l'attention médiatique, les vastes différences dans leurs origines et leurs comptes en banque, puis elle pensa à la manière dont il avait respecté son autonomie lorsqu'il lui avait offert le poste, à l'attention qu'il avait portée en aménageant son bureau et son laboratoire, et à la passion sincère dans sa voix quand il parlait de préserver l'héritage de son père. D'accord, dit-elle, mais j'ai une condition. Tout ce que vous voulez. Plus de déclarations d'amour publiques avant au moins le 3e rendez-vous. Je ne pense pas que mon cœur puisse supporter d'autres gros titres de page 6. Le rire d'Ethan était joyeux et soulagé. Marché conclu. Bien que je ne puisse pas promettre que je ne serai pas tenté. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Ethan s'arrêta et se retourna vers elle. Sophie, merci de m'avoir sauvé de cette fausse peinture, d'avoir accepté cet emploi, de me donner une chance, pour tout. Après son départ, Sophie s'assit dans son magnifique bureau, regardant la vue sur Manhattan qui faisait maintenant partie de sa vie quotidienne, et s'émerveilla de la manière dont son monde avait complètement changé en l'espace de 5 jours. Vendredi soir, elle était une freelance en difficulté, mangeant des restes de nourriture taillis dans un studio. Maintenant, elle était la directrice de l'authentification d'art pour une entreprise de plusieurs milliards de dollars, avec une équipe, un laboratoire, et apparemment un rendez-vous avec l'un des célibataires les plus convoités de New York. Plus important encore, elle s'était prouvée à elle-même et à une salle de conférence pleine de sceptiques qu'elle avait sa place ici non pas par hasard ou par charité, mais grâce à son propre talent et à sa détermination. Son téléphone vibra avec un message de sa mère. « J'ai vu les nouvelles sur ta présentation au conseil en ligne, papa et moi sommes si fiers de toi. Aussi, vas-tu ramener ce garçon Brooks à la maison pour Thanksgiving ?» Sophie éclata de rire. Certaines choses ne changeaient jamais, peu importe à quel point votre vie se transformait du jour au lendemain. Mais en regardant autour de son bureau, le matériel d'authentification qui l'aiderait à préserver la mémoire de la civilisation, les membres de l'équipe qui respectaient son expertise, et la fenêtre qui montrait un avenir plein de possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer, Sophie réalisa que le changement n'était pas quelque chose à craindre. Parfois, si vous aviez beaucoup de chance, le changement était exactement ce dont vous aviez besoin. 3 mois plus tard, divers lieux à Manhattan. Sophie Carter s'était habituée à beaucoup de choses au cours des 3 mois depuis qu'elle avait commencé à travailler chez Brooks Enterprises. Elle s'était acclimatée à sa routine matinale de prendre l'ascenseur jusqu'au 40e étage tout en sirotant un café qui ne venait pas d'un bodega. Elle s'était adaptée à avoir une équipe de chercheurs qui écoutaient réellement ses idées et les mettaient en œuvre avec enthousiasme. Elle avait même appris à naviguer dans les dynamiques sociales complexes de la vie en entreprise, où un commentaire anodin dans l'ascenseur pouvait influencer les décisions budgétaires, et où les invitations à déjeuner étaient souvent une stratégie politique déguisée en amitié. Ce à quoi elle ne s'était pas habituée, c'était d'être amoureuse d'Ethan Brooks. Pas qu'elle l'ait admis à voix haute, pas à Lily, qui posait des questions indiscrètes lors de leur café hebdomadaire. Pas à ses parents, qui appelait tous les dimanches pour avoir des nouvelles de son jeune homme. Et certainement pas à Ethan lui-même, qui avait été le parfait gentleman pendant 3 mois de rendez-vous soigneusement planifiés, évitant les paparazzi tout en étant incroyablement romantique.
Leur premier rendez-vous officiel avait été un dîner dans un petit restaurant italien dans le village qu'Ethan avait entièrement réservé juste pour qu'ils puissent manger des linguines et parler d'histoire de l'art sans photographe. Cachés derrière des plantes en pot. Leur deuxième rendez-vous avait été une visite privée de la Frick Collection après les heures d'ouverture, où Ethan avait organisé un accès au dossier d'authentification de plusieurs pièces célèbres tout en partageant une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que l'ancien loyer mensuel de Sophie. À leur septième rendez-vous, un vol en hélicoptère au-dessus de Manhattan qui s'était terminé par un pique-nique à Central Park, Sophie avait réalisé qu'elle était dans de sérieux problèmes. Ethan Brooks n'était pas seulement beau, riche et charmant. Il était sincèrement gentil, intellectuellement curieux et passionné par des choses qui comptaient. Il se souvenait de sa commande de café préférée, posait des questions pertinentes sur son travail, et réussissait d'une manière ou d'une autre à la faire, se sentir comme la personne la plus intéressante dans toutes les pièces où ils entraient ensemble. Le problème était que leur relation existait dans une bulle soigneusement construite. Au travail, ils maintenaient des limites professionnelles strictes. Ethan était Monsieur Brooks, elle était directrice Carter, et leurs interactions se limitaient aux rapports d'authentification, aux réunions budgétaires et aux sessions occasionnelles de planification stratégique. En dehors du travail, ils allaient dans des endroits où l'intimité était garantie et l'attention médiatique minime. Ils avaient réussi à garder leur relation hors des tabloïds pendant 3 mois, mais Sophie commençait à sentir que leur conte de fées ne pouvait pas durer éternellement. La bulle éclata un mardi matin de décembre lorsque Hélène Ramsey frappa à la porte du bureau de Sophie avec une expression qui signifiait affaire. « Sophie » dit Hélène, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau avec l'autorité de quelqu'un qui prenait des décisions exécutives depuis avant la naissance de Sophie, « nous devons parler ». Sophie enregistra le rapport d'authentification sur lequel elle travaillait et accorda toute son attention à Hélène. Au cours des 3 mois depuis la présentation au conseil, elle et Hélène avaient développé un respect mutuel basé sur un perfectionnisme partagé et une appréciation pour la communication directe. Hélène était devenue une sorte de mentor, offrant des conseils sur la politique d'entreprise et partageant des histoires sur les débuts de Brooks Enterprise. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» demanda Sophie. « Le gala annuel de Brooks Enterprise, » dit Hélène, sortant sa tablette et faisant défiler ce qui semblait être des plans de table et des listes d'invités. « C'est dans 3 semaines, et ce sera l'événement d'entreprise le plus important de l'année, 500 invités, y compris tous les grands collectionneurs de la côte Est, des représentants d'une douzaine de musées, et assez de couverture médiatique pour faire passer le gala du mai pour un dîner privé. » Sophie avait entendu parler du gala. C'était l'événement philanthropique emblématique de Brooks Enterprise, collectant des fonds pour l'éducation artistique et les programmes de préservation culturelle. Cette année, il se tenait au Metropolitan Museum of Art, avec la collection d'art de l'entreprise servant de toile de fond pour ce qui était essentiellement une célébration de tout ce que le père d'Ethan avait construit. Ça l'incroyable dit Sophie. L'équipe a travaillé sur des affichages d'authentification spéciaux pour certaines des pièces mises en avant. Oui, j'ai vu les plans préliminaires, et ils sont excellents, dit Hélène, se penchant légèrement en avant. Sophie, je vais vous poser une question, et je veux que vous répondiez honnêtement. Prévoyez-vous d'assister au gala avec Ethan ? Sophie sentit une chaleur monter dans son cou. Elle et Ethan avaient discuté du gala, mais ils n'avaient pas pris de décision officielle concernant une apparition ensemble. L'événement marquerait leur première apparition publique en tant que couple, ce qui semblait être une ligne qu'ils ne pourraient pas retraverser. « Nous n'avons pas encore décidé, » dit Sophie prudemment. Hélène hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Permettez-moi d'être direct avec vous. Pendant 3 mois, vous et Ethan avez réussi à garder votre relation privée, ce qui a été bénéfique pour toutes les parties concernées. Mais le gala est différent. C'est l'événement le plus médiatisé que Brooks Enterprise organise, et toutes les grandes publications économiques le couvriront. Si vous y assistez ensemble, votre relation devient publique. Si vous n'y assistez pas ensemble, les gens spéculeront sur pourquoi la nouvelle directrice de l'authentification d'art de l'entreprise n'accompagne pas le PDG à un événement axé sur l'art. » Sophie comprit immédiatement le problème. « Donc, dans tous les cas, notre relation devient une histoire. » Exactement. Ce qui m'amène à ma véritable préoccupation. L'expression de Hélène s'adoucit légèrement. « Sophie, vous avez dépassé toutes les attentes que nous avions lorsqu'Ethan vous a embauché. Le programme d'authentification génère des revenus au-delà des projections. Vous avez identifié plus de 2 millions de dollars en réévaluation de la collection, et le programme de bourse a reçu des candidatures d'étudiants de tous les grands programmes d'histoire de l'art du pays. Vous avez prouvé que la confiance d'Ethan en vous était totalement justifiée. Je sens sa messe venir, dit Sophie. Mais, continua Hélène, si votre relation avec Ethan devient publique, certaines personnes se demanderont si votre succès professionnel est lié à votre relation personnelle. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas exact, mais c'est inévitable. Et une fois que ce récit s'installe, il peut être très difficile à changer. Sophie fixa la skyline de Manhattan par la fenêtre de son bureau, où les premiers flocons de neige de l'hiver commençaient à tomber. Elle avait travaillé si dur pour établir sa crédibilité dans le monde de l'art.
et les 3 derniers mois avaient semblé valider tout ce qu'elle avait sacrifié pour arriver ici. L'idée que les gens pourraient attribuer son succès au fait de coucher avec le patron lui retournait l'estomac. « Que suggérez-vous » demanda Sophie. « Je ne suggère rien, » dit Hélène fermement. « Je vous donne des informations pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Quelle que soit la décision que vous et Ethan prenez concernant le gala et votre relation en général, elle doit être votre choix. Mais je voulais que vous compreniez les conséquences potentielles. » Après le départ de Hélène, Sophie essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à la conversation. Elle était encore distraite quand Ethan apparut à sa porte à midi, tenant 2 tasses de café et arborant le sourire qui ne manquait jamais de faire battre son cœur plus vite. « Déjeuner » demanda-t-il, s'installant dans le fauteuil libéré par Hélène. « J'ai apporté votre préféré. » Sophie accepta le café avec gratitude, inhalant l'arôme familier du mélange maison de Joe Coffee. « Ethan, nous devons parler du gala. » L'expression d'Ethan devint immédiatement plus sérieuse. « J'avais le sentiment que cette conversation arriverait. Hélène vous a coincé, n'est-ce pas ? » « Elle n'a pas tort sur les implications, » dit Sophie. « Si nous y allons ensemble, nous rendons notre relation publique. Et une fois que cela arrive, les gens supposeront que je vous ai embauché parce que nous couchons ensemble, pas parce que vous êtes l'experte en authentification la plus qualifiée de la ville, » termina Ethan. « Sophie, j'y ai pensé aussi. Et j'ai une idée. » Il sortit son téléphone et lui montra ce qui semblait être un brouillon de communiqué de presse. « Et si nous contrôlions le récit ? Et si nous annoncions notre relation à nos conditions avant le gala et la présentation de manière à mettre en avant vos réalisations professionnelles ?» Sophie lut le brouillon, qui positionnait leur relation comme un partenariat entre égaux partageant une passion pour l'art et la préservation culturelle. Il mettait en avant ses références, ses réalisations depuis qu'elle avait rejoint Brooks Enterprise, et ses projets à venir. C'était de bon goût, professionnel et complètement honnête. « Ça pourrait marcher, » dit Sophie lentement. « Mais Ethan, êtes-vous sûr de vouloir gérer l'attention médiatique, les spéculations sur notre relation, les commentaires sur votre vie personnelle ?» Ethan tendit la main à travers le bureau et prit la sienne. « Sophie, j'y pense depuis 3 mois. Je suis fatigué de cacher ce que je ressens pour vous. Je suis fatigué de prétendre que nous sommes juste des collègues quand vous êtes la meilleure partie de ma journée. Je suis fatigué de nous faufiler comme si nous faisions quelque chose de mal alors que ce que nous avons est la chose la plus juste dans ma vie. » Sophie sentit son cœur s'emballer devant la sincérité dans sa voix. « Et si ça affecte votre travail ? Le conseil ? La réputation de l'entreprise ? Alors nous gérons ça, » dit Ethan simplement, « ensemble. Sophie, je vous aime. Je sais que nous ne l'avons pas encore dit officiellement, mais je suis amoureux de vous depuis cette nuit chez Sotheby's. Quand vous vous êtes levé et avez tout risqué pour faire ce qui était juste. Je veux que tout le monde sache que vous êtes mienne et que je suis vôtre. Et je veux arrêter de prétendre que la personne la plus importante de ma vie n'est qu'une employée. » Sophie le fixa, son pouls battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Les mots restaient suspendus entre eux. « Je vous aime » prononcé doucement, mais avec une conviction absolue. « Ethan, » dit-elle doucement, « je vous aime aussi. Je suis amoureuse de vous depuis notre 2e rendez-vous, quand vous avez passé 2 heures à m'écouter expliquer les différences techniques entre la touche impressionniste originale et les reproductions modernes, et que vous étiez sincèrement intéressé par chaque détail. » Le sourire d'Ethan était radieux. « Alors, nous le faisons. Nous rendons ça public. »« Nous le faisons, » dit Sophie. « Mais j'ai des conditions. Non mais less. D'abord, nous publions le communiqué avant le gala pour que l'événement ne soit pas éclipsé par des spéculations sur notre relation. Ensuite, nous maintenons des limites professionnelles au travail. Pas de démonstration d'affection publique au bureau, des voitures séparées pour les événements d'entreprise, et absolument aucun traitement spécial que quiconque pourrait pointer comme du favoritisme. Enfin, si cela devient un problème pour l'entreprise ou pour ma réputation professionnelle, nous réévaluons notre approche. » Ethan hocha la tête sérieusement. « D'accord sur tous les points. Autre chose ? » Sophie sourit. « Oui. Si vous allez être officiellement mon petit ami, je dois rencontrer le reste de votre famille. Lily ne compte pas parce qu'elle m'a pratiquement adopté. Je veux rencontrer votre mère correctement, votre famille élargie, et toute personne qui aura des opinions sur votre choix de petit ami. Ethan Ritt. Sophie, êtes-vous sûre d'être prête pour ça ? Ma mère se remet encore du fait que j'ai déclaré mon amour pour une étrangère lors d'une vente aux enchères. Rencontrer officiellement ma petite amie pourrait la lancer dans une frénésie de planification. Je peux gérer Eleanor Brooks, dit Sophie avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. D'ailleurs, si nous allons faire ça, nous allons le faire correctement. Le communiqué de presse fut publié ce vendredi après-midi, stratégiquement programmé pour le cycle de nouvelles du week-end. Sophie passa le week-end à répondre à des appels de félicitations d'amis, de la famille et de contacts professionnels tout en essayant de ne pas s'obséder sur la couverture médiatique. La réponse fut étonnamment positive. Le Wall Street Journal publia un article sur une romance d'entreprise bien menée,
soulignant comment Sophie et Ethan avaient maintenu des limites professionnelles tout en construisant leur relation. Le magazine Art & Antique présenta un portrait de Sophie axé sur ses réalisations professionnelles et sa vision des pratiques d'authentification éthique. Même Page Six, qui avait déclenché toute cette frénésie médiatique, publia un article relativement respectueux sur le nouveau couple puissant de Manhattan. Le véritable test arriva le lundi matin lorsque Sophie entra chez Brooks Enterprises pour la première fois en tant que petite amie officiellement reconnue d'Ethan Brooks. Elle s'attendait à des regards gênés, des conversations chuchotées et l'inconfort général qui accompagne la transformation d'une vie privée en connaissance publique. Au lieu de cela, elle trouva un bouquet de fleurs sur son bureau de la part de l'équipe d'authentification, félicitant Ethan, et elle pour avoir officialisé leur relation. Laura Winters s'arrêta avec du café et un sourire complice, mentionnant qu'Ethan avait été insupportablement heureux tout le week-end. Même Hélène Ramsey envoya un courriel bref. Bien géré. Hâte de voir le gala. Le dîner de la famille Brooks était prévu pour le dimanche suivant dans la maison de ville d'Eleanor Brooks sur l'Upper East Side. Sophie passa la semaine à se préparer comme si elle étudiait pour des examens, recherchant l'histoire de la famille, passant en revue les événements actuels qui pourraient surgir dans la conversation, et demandant des conseils à Lily sur tout, de la tenue appropriée au sujet à éviter. Sois juste toi-même. Dit Lily lors de leur café du jeudi, maman va t'aimer parce qu'Ethan t'aime et parce que tu le rends heureux d'une manière qu'on n'a pas vue depuis des années. Et si elle pense que je ne suis pas assez bien pour lui? Demanda Sophie, exprimant la peur qui l'empêchait de dormir la nuit. Lily Ritt. Sophie, tu as sauvé mon frère d'un désastre financier, construit un programme d'entreprise réussi en 3 mois, et convaincu le conseil d'administration le plus sceptique de Manhattan d'approuver un budget d'1 million de dollars pour l'authentification d'art. Si tu n'es pas assez bien pour Ethan, alors personne ne l'est. Le dimanche soir, Sophie se retrouva devant la maison de ville de la famille Brooks, portant une robe bleu marine que Lily l'avait aidé à choisir, et tenant une bouteille de vin qu'Ethan avait assuré être appropriée mais pas trop ostentatoire. La maison de ville était tout ce qu'elle attendait. Élégante, historique, et probablement valant plus que le budget fiscal entier de certaines petites villes. Ethan ouvrit la porte lui-même, beau en pantalon sombre et pull en cachemire qui faisait ressortir ses yeux. « Prête pour ça ?» demanda Théil, prenant son manteau. « Aussi prête que quiconque peut l'être pour rencontrer la famille de son petit ami milliardaire, » répondit Sophie, ce qui fit rire Ethan. Le salon était élégant mais confortable, avec des œuvres d'art de qualité muséale sur les murs et un mobilier à la fois magnifique et fonctionnel. Eleanor Brooks se leva de son siège près de la cheminée lorsqu'ils entrèrent, et Sophie fut surprise de voir que la mère d'Ethan était plus petite qu'elle ne l'avait semblé à la vente aux enchères, petite et élégante, avec des cheveux argentés et le genre de style discret qui ne vient qu'avec des générations de bonne éducation. « Sophie, dit Eleanor chaleureusement, tendant les mains pour serrer celles de Sophie, je suis tellement heureuse de vous rencontrer correctement. Ethan nous a tellement parlé de votre travail, et j'ai suivi les progrès du programme d'authentification avec grand intérêt. » Sophie sentit une partie de sa tension s'apaiser. « Merci, Madame Brooks. Je suis enthousiaste d'être ici. Appelez-moi Eleanor, s'il vous plaît. Nous sommes une famille maintenant. » La soirée fut étonnamment détendue. Eleanor se révéla être une interlocutrice captivante avec des opinions tranchées sur l'art, la politique et l'importance de la préservation culturelle. L'oncle d'Ethan, William, était là avec sa femme, Sarah, et ils passèrent une grande partie du dîner à discuter des applications commerciales du programme de bourse d'authentification de Sophie. Lily avait clairement briefé tout le monde sur les sujets appropriés, car personne ne mentionna le désastre de la vente aux enchères ou la couverture médiatique de leur relation. Au lieu de cela, la conversation se concentra sur le parcours de Sophie, ses réalisations professionnelles et ses réflexions sur l'avenir de l'authentification d'art. « Sophie, dit Eleanor pendant le dessert, Ethan m'a dit que vous avez peint cette reproduction de la nuit étoilée de Van Gogh qui est dans votre appartement. Peignez-vous encore ? Pas autant que je le voudrais, admit Sophie. Le travail d'authentification ne laisse pas beaucoup de temps pour les pursuits créatifs. Vous devriez trouver du temps, dit Eleanor fermement. Les artistes qui ne font qu'analyser l'art sans en créer perdent quelque chose d'essentiel. Ethan, tu devrais aménager un espace de studio pour Sophie dans le penthouse. Sophie faillit s'étouffer avec son vin. Oh, je ne pourrais pas. Bien sûr que vous pourriez, dit Ethan, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme. Il y a plein d'espace, et l'éclairage dans l'aile serait parfait pour peindre. Ethan, nous n'avons même pas discuté du fait que je passe plus de temps chez toi, dit Sophie, consciente que toute la table écoutait leur conversation. Eh bien, dit Eleanor avec le genre de sourire qui suggérait qu'elle s'amusait énormément, c'est quelque chose que vous deux devriez absolument discuter. La vie est trop courte pour perdre du temps sur des questions logistiques quand vous avez trouvé la bonne personne. Après le dîner, Ethan raccompagna Sophie chez elle, même si cela signifiait un détour considérable depuis son penthouse. La soirée de décembre était fraîche et claire,
avec des lumières de Noël commençant à apparaître dans les vitrines des magasins et l'énergie particulière qui accompagne l'approche des fêtes. Ça s'est bien passé, dit Ethan alors qu'il traversait Washington Square Park. Ta famille est merveilleuse, dit Sophie honnêtement, bien que je pense que ta mère planifie déjà notre mariage. Ethan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Est-ce que ce serait si terrible? Le cœur de Sophie s'emballa. Ethan, je ne te fais pas de proposition, dit-il rapidement, bien que son sourire suggéra qu'il n'était pas entièrement opposé à l'idée. Je dis juste que l'idée d'un avenir avec toi ne me fait pas peur. Au contraire, c'est le seul avenir que je veux. Sophie le regarda, debout sous la lueur des réverbères du parc, des flocons de neige commençant à tomber autour d'eux comme dans un film romantique, il y a 3 mois. Il était un étranger qui s'était ridiculisé, lors d'une vente aux enchères. Maintenant, il était l'homme qu'elle aimait, celui qui lui avait offert une carrière dont elle n'avait fait que rêver, et quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, la faisait se sentir comme la meilleure version d'elle-même. Ethan Brooks, dit-elle, se rapprochant de lui, essaies-tu de me faire craquer dans Washington Square Park? Est-ce que ça marche? Demanda-t-il, l'enlaçant. Ça marche, dit Sophie, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Bien que je doive te prévenir que je ne suis pas facile à séduire. Je suis pratique, têtu, et j'ai des opinions bien arrêtées sur tout, de l'authentification d'art aux méthodes de préparation du café. Je sais, dit Ethan, l'embrassant en retour. Ce sont certaines des choses que j'aime le plus chez toi. Le gala annuel de Brooks Enterprise. Le gala annuel de Brooks Enterprise eut lieu 3 semaines plus tard, un samedi soir de décembre qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées hivernal. Le Metropolitan Museum of Art avait été transformé en un pays des merveilles de lumière scintillante, d'arrangements floraux élégants et de projecteurs soigneusement positionnés qui mettaient en valeur les pièces de la collection de Brooks Enterprise exposées dans les galeries du musée. Sophie avait passé des semaines à préparer l'événement, non seulement sur le plan logistique, mais aussi émotionnel. Ce serait leur première apparition publique majeure en tant que couple, la première fois qu'ils navigueraient ensemble dans un événement social de haut profil, et la première fois qu'elle serait présentée au monde de l'art au sens large à la fois comme directrice de l'authentification d'art de Brooks Enterprise et comme petite amie d'Ethan Brooks. Elle avait trouvé la robe parfaite, une robe bleu nuit que Lily avait insisté pour lui acheter, malgré les protestations de Sophie face à l'étiquette de prix à 4 chiffres. Elle était élégante sans être ostentatoire, assez sophistiquée pour le lieu, et la faisait se sentir comme quelqu'un qui avait sa place au plus exclusif des événements culturels de Manhattan. Ethan vint la chercher à son appartement. Elle avait insisté pour se préparer chez elle plutôt que dans son Penthouse, voulant préserver un certain sens de l'indépendance. Et quand il la vit, son expression rendit chaque moment de préparation worthwhile. « Sophie, dit-il, visiblement à court de mots. Je ressemble à quelqu'un qui devrait être à ton bras au mai ?» demanda-t-elle, ajustant le simple collier de diamants qu'il lui avait offert pour leur anniversaire de 3 mois. « Comme quelqu'un que j'ai incroyablement de chance d'aimer, » dit Ethan, lui offrant son bras. « Prête à faire nos débuts ?» Le musée bourdonnait déjà d'activité lorsqu'ils arrivèrent. Sophie reconnut des visages des magazines d'art et des pages de société, ainsi que plusieurs experts en authentification avec lesquels elle avait travaillé au fil des ans. La liste des invités était un who's who de l'élite culturelle de Manhattan, avec une pincée généreuse de célébrités, de politiciens et de leaders d'entreprises soutenant les arts. Sophie Carter appela une voix familière alors qu'ils entraient dans l'espace principal de réception. Dr Edward Langley, l'expert en art âgé qui avait validé son intervention chez Sotheby's, s'approcha avec un large sourire. « Ma chère, vous êtes absolument radieuse. Et Ethan, félicitations pour avoir eu le bon sens de tomber amoureux de la femme la plus honnête du monde de l'art. » Sophie sentit ses joues rougir. Mais le sourire fier d'Ethan lui donna l'impression qu'elle pourrait gérer tout ce que la soirée pourrait apporter. La première heure fut un tourbillon d'introductions, de félicitations et de conversations sur le succès du programme d'authentification. Sophie se retrouva à discuter de techniques d'analyse technique avec des conservateurs de musées, à partager des histoires sur des découvertes récentes avec des collectionneurs privés, et à répondre à des questions sur le programme de bourse de la part d'historiens de l'art en herbe. « Tu es une naturelle à ça », murmura Ethan pendant un bref moment de calme alors qu'il se déplaçait entre les galeries. « À quoi ?» demanda Sophie, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. « À être le centre de l'attention sans que ça te monte à la tête, à parler de ton travail avec passion mais sans arrogance. À faire sentir à chaque personne que tu rencontres qu'elle est la plus intéressante de la pièce. » Ethan s'arrêta à côté d'un présentoir éclairé mettant en vedette le paysage de Winslow Homer que Sophie avait identifié et authentifié. « À être exactement qui tu es, peu importe le cadre. » Sophie regarda autour de la galerie, les invités soigneusement habillés admirant des œuvres d'art valant des millions de dollars, l'éclairage sophistiqué qui donnait à des pièces mineures une allure muséale, les signes subtils indiquant que Brooks Enterprise avait rendu tout cela possible grâce à leur travail philanthropique. « Ethan, dit-elle doucement, il y a 3 mois,
Je mangeais des plats à emporter seul dans mon studio, inquiète de payer mon loyer. Ce soir, je suis au Met, portant une robe qui coûte plus cher que ma voiture, discutant de techniques d'authentification avec des gens que je lisais dans les magazines d'art. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ethan prit sa main, entrelaçant leurs doigts dans un geste qui semblait naturel malgré le cadre formel. Sophie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta vie. Tu as mérité chaque partie de celle-ci, l'emploi, le respect, la reconnaissance. La seule chose que tu n'as pas méritée, c'est que je tombe amoureux de toi, mais c'était inévitable dès l'instant où je t'ai vu travailler. Avant que Sophie ne puisse répondre, Hélène Ramsay s'approcha avec quelqu'un que Sophie ne reconnut pas, une femme dans la cinquantaine portant une robe émeraude qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. Sophie, dit Hélène avec le genre de sourire qui suggérait de bonnes nouvelles, j'aimerais vous présenter Dr Margaret Whitfield de la Smithsonian Institution. Elle suit le travail du programme d'authentification avec grand intérêt. Dr Whitfield tendit la main avec un enthousiasme évident. Mademoiselle Carter, j'espérais vous rencontrer ce soir. Nous avons suivi vos techniques d'authentification, en particulier votre travail sur l'attribution de Moreau qui a empêché l'incident chez Sotheby's. Nous révisons actuellement nos propres protocoles d'authentification, et nous aimerions discuter d'un possible arrangement de consultation. Sophie ressentit un frisson de fierté professionnelle. La Smithsonian voulait travailler avec elle non pas parce qu'elle sortait avec Ethan Brooks, mais à cause de sa réputation professionnelle. Je serais honoré d'en discuter, dit Sophie. Le programme d'authentification est toujours à la recherche d'opportunités de collaboration avec des institutions qui partagent notre engagement envers la précision scientifique. Alors que Dr Whitfield s'éloignait pour se mêler aux autres invités, Hélène serra le bras de Sophie. Vous voyez, c'est pourquoi nous savions que les instincts d'Ethan étaient justes à votre sujet. Votre réputation professionnelle tient entièrement sur vos propres mérites. La soirée se poursuivit avec un dîner formel, des discours sur l'importance de l'éducation artistique, et une vente aux enchères de pièces données qui collecta plus de 2 millions de dollars pour les programmes de préservation culturelle de la Fondation Brooks. Sophie se retrouva à la table d'honneur, assise entre Ethan et un directeur de musée éminent, qui passa la majeure partie du dîner à lui soutirer des informations sur les tendances émergentes en technologie d'authentification d'art. Pendant le dessert, Ethan se leva pour faire un discours sur le travail de la Fondation et l'importance de soutenir les chercheurs émergents dans les arts. Sophie le regarda captiver l'attention de 500 invités avec une aisance confiante, parlant avec passion de l'héritage de son père et de l'engagement de l'entreprise envers la préservation culturelle. Enfin, dit Ethan, son regard trouvant celui de Sophie à travers la salle bondée, je veux remercier quelqu'un qui incarne tout ce que représente notre programme d'authentification. Il y a 3 mois, Sophie Carter a risqué sa réputation professionnelle pour empêcher une fraude qui aurait pu coûter non seulement de l'argent, mais aussi de la crédibilité pour tous ceux impliqués dans cette transaction. Depuis qu'elle a rejoint Brooks Enterprises, elle a construit un programme qui devient déjà un modèle pour les pratiques d'authentification éthique à travers l'industrie. La salle éclata en applaudissements, et Sophie sentit des larmes piquer ses yeux alors qu'Ethan continuait. Mais plus que cela, Sophie nous a rappelé pourquoi ce travail compte. L'art ne concerne pas seulement la beauté ou la valeur d'investissement. Il s'agit de préserver les histoires qui définissent notre civilisation et de s'assurer que ces histoires sont authentiques, qu'elles sont racontées honnêtement, qu'elles sont protégées pour les générations futures. C'est un travail qui vaut la peine d'être fait, quel qu'en soit le coût. Ethan leva sa coupe de champagne, et 500 invités firent de même. À Sophie Carter et au principe que certaines choses comptent plus que les marges bénéficiaires, le toast fut retentissant, et Sophie se sentit submergée par la reconnaissance, le respect et l'affection sincère qu'elle voyait sur les visages autour d'elle, mais surtout par l'amour qu'elle voyait dans les yeux d'Ethan. Alors qu'il la regardait depuis le podium. Après la fin du programme formel, les invités retournèrent dans les galeries pour danser et poursuivre les conversations. Sophie se retrouva séparée d'Ethan par des admirateurs et des contacts professionnels, mais elle pouvait le voir à l'autre bout de la salle, tout aussi entourée de personnes voulant discuter affaires ou simplement le féliciter pour le succès de la soirée. Sophie appela une voix derrière elle. Elle se tourna pour trouver Charles Whitmore, le directeur financier, qui avait été sceptique lors de sa présentation au conseil. « Charles, dit-elle chaleureusement, j'espère que vous appréciez la soirée. » « Beaucoup. Sophie, je voulais m'excuser pour mes questions lors de votre présentation au conseil. J'étais préoccupé par les implications financières de la création de votre poste, mais je dois admettre que vous avez dépassé toutes les projections dont nous avions discuté. » Sophie sourit. Pas besoin de s'excuser. Vous faisiez votre travail, vous assurant que les ressources de l'entreprise étaient utilisées judicieusement. Je respecte cela. Eh bien, vous avez certainement prouvé que l'investissement d'Ethan dans le programme d'authentification était l'une des décisions les plus intelligentes qu'il ait prises en tant que PDG. Charles fit une pause, regardant autour de la galerie bondée. Sophie, puis-je vous poser une question personnelle? Pinzoa.
Pensez-vous que vous auriez accepté cet emploi si Ethan n'avait pas fait cette déclaration à la vente aux enchères, si vous aviez simplement été contacté par des canaux professionnels normaux? Sophie considéra la question sérieusement. Honnêtement, je ne sais pas. J'aurais peut-être été trop intimidée par l'environnement d'entreprise, trop inquiète de savoir si j'avais ma place dans ce monde. L'approche non conventionnelle d'Ethan pour m'offrir cet emploi m'a forcé à envisager des possibilités que je n'aurais peut-être pas eu la confiance de poursuivre autrement. Charles hocha la tête pensivement. Donc, en quelque sorte, sa déclaration impulsive chez Sotheby's a conduit exactement au résultat dont Brooks Enterprises avait besoin. Je suppose que oui, dit Sophie en riant. Bien que je ne recommanderais pas les déclarations d'amour publiques comme stratégie de recrutement standard. Non, dit Charles avec un sourire, je pense que nous nous en tiendrons à des approches plus traditionnelles pour les futures embauches. Alors que la soirée touchait à sa fin, Sophie se retrouva avec Ethan dans le grand hall du musée, regardant les derniers invités dire au revoir et le personnel commencer le processus subtil de nettoyage. Le gala avait été un succès retentissant financièrement, socialement et personnellement. Alors, dit Ethan, desserrant son nœud papillon, comment te sens-tu d'être officiellement une partie de l'établissement culturel de Manhattan? Sophie s'appuya contre son épaule, soudain épuisée après des heures à être en scène pour des centaines de personnes. C'est irréel. Il y a 6 mois, je n'étais personne de spécial. Ce soir, le directeur de la Smithsonian m'a demandé de consulter sur leur protocole d'authentification. Sophie, dit Ethan sérieusement, tu n'as jamais été personne de spécial. Tu as toujours été exactement qui tu es ce soir. Brillante, passionnée, intègre et totalement irremplaçable. La seule chose qui a changé, c'est que plus de gens le savent maintenant. Sophie regarda autour du grand hall, avec ses plafonds voûtés et son architecture classique, puis revint à Ethan, qui la regardait avec la même expression d'admiration qu'elle avait vue dans son petit appartement 3 mois plus tôt. Ethan, puis-je te dire quelque chose? Tout ce que tu veux. Quand tu as déclaré ton amour pour moi à cette vente aux enchères, ma première pensée a été que tu étais complètement fou. Ma deuxième pensée a été que j'allais probablement tomber amoureuse de toi aussi, et ça me terrifiait plus que tout. Le sourire d'Ethan était doux et émerveillé. Et maintenant? Maintenant, je sais que tomber amoureuse de toi a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Pas à cause de tout ça, elle fit un geste autour du musée, englobant le gala, le succès, la reconnaissance, mais parce que tu me vois tel que je suis et que tu m'aimes quand même. Parce que tu me pousses à être meilleur tout en m'acceptant exactement comme je suis. Parce que tu me fais croire que je mérite toutes les bonnes choses qui sont arrivées depuis cette folle nuit chez Sotheby's. Ethan la serra plus près, et Sophie pouvait sentir son eau de Cologne mélangée à la légère odeur de champagne et d'air muséal. Sophie Carter, Ethan. J'aime ton intégrité, ta passion, ton insistance têtue à faire ce qui est juste même quand c'est difficile. J'aime que tu me donnes envie d'être digne de l'héritage de mon père. J'aime que tu aies bouleversé ma vie, et que tu aies réussi à tout rendre cohérent. Ils s'embrassèrent dans le grand hall du Metropolitan Museum of Art, entourés d'œuvres d'art inestimables et de la magie persistante d'une soirée qui avait consolidé leur partenariat professionnel et leur avenir personnel. 6 mois plus tard, Sophie se tenait dans la même salle des ventes de Sotheby's où leur histoire avait commencé, cette fois en tant qu'enchérisseuse représentant Brooks Enterprises pour l'acquisition d'une collection importante pour la nouvelle aile contemporaine du musée. Ethan était assis à ses côtés, officiellement là en tant que PDG, mais en réalité pour lui offrir un soutien moral. Alors que Sophie naviguait dans sa première grande vente aux enchères en tant que directrice de l'authentification d'art de Brooks Enterprises, la pièce sur laquelle ils enchérissaient, un authentique Rothko que Sophie avait passé des semaines à authentifier, approchait de sa valeur estimée quand Ethan se pencha et murmura. Quoi qu'il arrive, s'il te plaît, ne déclare ton amour pour personne d'autre dans cette salle. Sophie s'efforça de ne pas éclater de rire. Je ferai de mon mieux pour me contenir. Lorsque le marteau s'abattit sur leur enchère réussie, Sophie ressentit la même montée d'accomplissement qu'elle avait éprouvée lors de la présentation au conseil, multipliée par la conscience qu'elle contribuait à quelque chose de plus grand qu'elle-même. En quittant la maison de vente, Ethan lui prit la main. Des regrets à propos de cette nuit il y a 6 mois? Sophie pensa à son petit studio, ses luttes financières, son incertitude quant à son avenir professionnel. Puis elle pensa à son bureau d'angle, son laboratoire d'authentification, son équipe de chercheurs, et l'homme à ses côtés qui avait vu son potentiel avant qu'elle ne le reconnaisse pleinement elle-même. Un seul, dit-elle. Ethan sembla inquiète. Lequel? Sophie sourit. Je regrette de ne pas avoir vu l'expression sur ton visage quand tu as réalisé que tu venais de déclarer ton amour à une parfaite étrangère devant 200 personnes. Ethan rit, le son résonnant sur les trottoirs de Manhattan alors qu'ils marchaient vers leur avenir ensemble, un avenir construit sur l'authenticité, l'intégrité, et le genre d'amour qui valait n'importe quelle quantité d'embarras public. Parce que parfois, Sophie l'avait appris, les moments les plus imparfaits créent les débuts les plus parfaits. Fin.